Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel ou connectés sur Teams partout sur le territoire. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de collaboration et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Hincelin, je suis la responsable du Hub et particulièrement ravie de vous accueillir cet après-midi avec Isabelle Bonaujoin, responsable de l'économie mixte à la Banque des Territoires, pour ce nouvel atelier des foncières de redynamisation. Nous nous sommes réunis en septembre dernier pour fêter ensemble les 3 ans du réseau national. Et comme nous nous y étions engagés, le Hub poursuit son implication auprès de la Fédération des EPL et les équipes internes de la Banque des Territoires pour favoriser les échanges sur cet outil au service de la redynamisation des territoires. Cet après-midi, nous partagerons de nouveaux retours d'expérience après un état des lieux du déploiement des foncières, et puis une seconde séquence sera consacrée à la présentation du nouveau parcours d'accompagnement à l'innovation à destination des EPL, qu'on a appelé Territoire d'économie mixte, innovant et résilient. Le Hub accueillera plusieurs séquences d'échanges et de travail dans le cadre de ce réseau. Notez le nouveau format qu'on met en place, c'est une demi-heure de retour d'expérience programmée le jeudi 12 décembre à 18 h. N'oubliez pas de vous y inscrire. Je voulais vous signaler aussi que nous avons engagé un cycle d'événements sur la data et l'IA au service des territoires. On a démarré la semaine dernière par la présentation d'une note de conjoncture préparée avec la Poste qui pose bien le sujet, et on a lancé jeudi dernier la plateforme numérique 360 développée par la Banque des Territoires pour accompagner les acteurs de terrain dans leurs projets numériques. Nous aurons d'autres séquences à partir de janvier. Pour ne rien manquer de notre programmation, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je voulais aussi vous dire que l'ensemble de nos événements publics sont enregistrés, comme l'atelier de cet après-midi, et l'ensemble de nos replays sont disponibles en ligne. Vous retrouverez aussi les replays du cycle que nous venons de terminer sur la sobriété foncière. Pour ceux qui sont sur site, on a les panneaux qui ont été faits par une facilitatrice graphique qui résume en condensé de l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir sur ce sujet. Voilà, sans plus tarder, je laisse la main à Isabelle Bonaujoin pour la suite et je vous souhaite un bon travail cet après-midi. Merci beaucoup Anne-Sophie, et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du Hub. C'est un plaisir de travailler avec vous, toujours. C'est aussi un plaisir en tout particulier de vous retrouver. Vous êtes de nouveau très nombreux inscrits pour suivre nos échanges. Vous êtes 175 aujourd'hui, une trentaine en présentiel et vous autres en distanciel. Après l'anniversaire que tu as rappelé du 10 septembre dernier, où on a fait un pas de côté pour revenir sur les succès des foncières de redynamisation et du réseau national, et ben on revient plancher de manière très concrète devant vous avec ce 15e atelier. Tu as dit, on va avoir 2 séquences à la fois une rapide séquence d'ouverture qui va nous permettre de faire le point avec Louis Monteil sur là où on en est du déploiement des foncières de redynamisation, et à la fin un petit focus sur ce nouveau parcours d'accompagnement à l'innovation territoriale en s'appuyant sur l'économie mixte pour soutenir des projets d'adaptation au changement climatique. Mais entre les deux, le cœur du sujet, ça va être de revenir sur les montages complexes qui peuvent être portés par les foncières de redynamisation. 2 tables rondes, on va à la fois revenir sur les territoires plus détendus, plus ruraux, avec le retour d'expérience de la foncière de Normandie et de la foncière de la Charente-Maritime, et puis les retours d'expérience dans une deuxième table ronde sur des villes plus dynamiques, moyennes, ACV en l'occurrence, avec le territoire de Nîmes et de Chambéry qui viendront témoigner de montage d'opérations qui est intéressant de partager. Tu l'as dit, Anne-Sophie, on a plusieurs rendez-vous. Effectivement, le 12 décembre prochain, je pense que vous aurez dans le chat le lien pour vous inscrire sur cette séquence sur le rendez-vous de l'innovation, avec notamment Altemed qui nous présentera ce qu'ils font sur leur territoire en matière d'animation d'écosystèmes d'innovation. Mais on a aussi le rendez-vous du 5 décembre prochain sur EPL et quartier politique de la ville, avec à la fois un regard historique d'actualité mais aussi prospectif. Et il y a aussi beaucoup de foncières de redynamisation qui interviennent en quartier politique de la ville, et le retour d'expérience d'Odile qui nous sera partagé tout à l'heure à Nîmes est assez éclairant de ce point de vue-là. Donc un grand merci à tous ceux qui contribuent à l'animation du réseau, en premier lieu à tous nos intervenants,
en présentiel ou en distanciel. C'est du temps passé dans la préparation, c'est du temps avec nous aujourd'hui pour partager ces retours d'expérience, mais c'est extrêmement précieux, c'est ce qui fait la richesse de nos ateliers. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, de l'équipe de Frédéric Gibert bien sûr, de l'équipe de la Fédération des EPL et aussi les collaborateurs dans mon équipe, Mathieu, John, Olivier, pour ne pas les citer. Et ben, je vous propose sans plus tarder qu'on attaque cette première table ronde introductive avec Louis Monteil pour nous donner du coup des éléments de repère sur la situation du déploiement des foncières de redynamisation au 30 septembre. Je te passe la main, Louis. Merci Isabelle. Alors, donc je suis Louis Monteil, expert plan commerce et foncière au département de l'appui au territoire de la Banque des Territoires. Et je vais vous dire deux mots, comme le disait Isabelle, de l'état d'avancement de ce programme dans lequel est engagée la Banque des Territoires. L'objectif, il est donc de créer ou structurer 100 foncières de redynamisation pour contribuer à redynamiser les centralités. Donc les foncières sont, comme vous savez, des outils polyvalents qui interviennent sur une grande partie de la chaîne de valeur immobilière, avec un domaine d'intervention qui est très varié, un domaine d'immobilier touché qui est très varié aussi. Dans les foncières dont la Banque des Territoires est d'ores et déjà actionnaire, il y a une immense majorité qui est polyvalente, qui est un domaine d'intervention polyvalent, commerce, bureaux, locaux d'activité, et puis quelques foncières, à peu près 5%, qui sont spécialisées dans l'immobilier de tourisme. Donc vous voyez que le domaine d'intervention est large. Ensuite, l'objectif, il est celui de la cohésion sociale et territoriale. On a donc souhaité et on fait en sorte que la couverture territoriale des foncières soit la plus homogène possible, à la fois pour appuyer les collectivités qui s'inscrivent dans des programmes nationaux comme les programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain ou des quartiers politiques prioritaires de la ville, mais également hors programme. La proportion est à peu près équilibrée. On a un peu plus de 50% de foncières qui interviennent dans le cadre de ces programmes nationaux, et puis le reste qui intervient hors programme. Pour mesurer tout ça, donc mesurer cet avancement, nous avons constitué en 2021 un observatoire des foncières, dont le rôle est de recueillir auprès des gestionnaires des foncières eux-mêmes des données sur l'état d'avancement de leur plan d'affaires, de consolider ces données, pour avoir une vision de l'avancement réel. Alors, ces données qui sont assez précises, à la fois en nombre d'actifs créés et puis en surface, avec quelques données financières aussi, pour avoir à la fois une vision de l'avancement des foncières et puis une vision dynamique du déroulement du programme. Tout cela étant traduit par, comme vous voyez, et c'est ce que je vais vous présenter, des supports cartographiques. Le premier, c'est le support sur lequel vous pouvez voir alors à la fois les foncières en activité ou en phase d'initiation d'activité dont la Banque des Territoires est actionnaire, qui sont au nombre de 84 aujourd'hui, au 30 septembre 2024, et puis les foncières qui sont en projet. Donc, ce qu'on voit sur cette carte, c'est d'abord, comme je vous le signalais, une répartition territoriale homogène, puisque toutes les régions de France sont aujourd'hui couvertes par l'intervention d'une foncière, sauf la Corse, pour le moment, et y compris les DROMCOM. Ce qu'on voit, alors là, c'est la carte qui résume à la fois les foncières créées et les foncières en projet. Donc, vous avez sans doute l'impression que le territoire est très homogène. C'est le cas, en tout cas ça va être le cas. Les 84 foncières, elles sont aujourd'hui actives beaucoup sur la façade ouest et puis dans la région des Alpes avec des foncières un peu plus disséminées dans les autres régions. Cela étant, une douzaine de projets sont aujourd'hui en cours pour aboutir à la constitution de foncières qui vont compléter cette action territoriale à l'échelle de la France entière. Et puis en plus de ces 12 projets de foncières qui sont aujourd'hui entérinés, alors qui n'aboutiront probablement pas tous d'ici la fin de l'année 2024, puisque comme vous le savez, le rythme de création, ou plutôt la création elle-même des foncières est soumise à un certain nombre d'aléas. Enfin, c'est un processus qui est complexe et je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder aussi.
Mais en tout cas, en plus de ces projets, un certain nombre de projets, je dirais, de réserve sont également identifiés partout dans le territoire également, ce qui est à peu près 17 projets, ce qui nous donne un total d'un peu plus de 110 foncières. La conclusion étant donc que l'objectif de 100 foncières est en passe d'être atteint. Peut-être juste, si tu me permets, Louis, un petit clin d'œil, puisque sur la carte, on a le territoire de Montbéliard et son projet de foncière de redynamisation. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui en présentiel Christophe Ropier, qui est le président de CEDIA, qui est aussi maire adjoint au commerce à Montbéliard. Et justement, c'est parce qu'ils sont très intéressés au déploiement d'un nouvel outil au service de la collectivité que voilà, il participe à nos travaux aujourd'hui. Donc merci à lui d'être présent. Ce que vous voyez aussi sur la carte, c'est ce que je vous signalais, la diversité des échelles d'intervention. Vous voyez qu'il y a des foncières qui interviennent plutôt à l'échelle d'une ville. Vous voyez qu'il y a des foncières qui interviennent à l'échelle du département. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et puis des foncières régionales également sur diverses thématiques, notamment des foncières régionales touristiques. Donc le champ d'intervention est large et l'échelle d'intervention est diversifiée elle aussi. Et puis je peux vous donner un dernier chiffre qui est celui du nombre de communes concernées aujourd'hui par l'intervention d'une foncière. C'est plus de 300 communes. Voilà, avec une progression régulière. Je passe à la carte suivante qui vous montre, donc qui projette cette fois-ci les plans d'affaires des foncières. Donc vous avez en fait là sur cette carte-là mélangé à la fois les actifs qui ont été livrés à date, encore une fois au 30 septembre 2024, et puis les actifs qui sont compris dans les plans d'affaires prévisionnels des foncières à différents stades de maturité. Des fois, ce sont des projets pressentis, des fois, ce sont des projets qui sont à l'étude, et des fois, ce sont des projets qui sont en cours de réalisation. Vous retrouvez, si on regarde la carte d'un peu loin, une répartition territoriale qui est encore un peu inégale, avec une densité importante sur la façade atlantique qui va jusque dans les Pyrénées. Également, j'ai l'impression de faire le bulletin météo. Le sillon rhodanien est pas mal couvert également. Et puis des foncières qui produisent de manière assez importante en Île-de-France. Reste que les régions un peu plus centrales, l'Occitanie un peu plus clairsemée, le Grand Est et le Nord aussi. Donc c'est évidemment sur ces régions-là que les foncières qui sont en projet et les foncières déjà actives vont porter en tout cas on le souhaite, le poids de leur intervention pour la suite du programme. Pour autant, on peut souligner le fait que donc, de tous ces projets-là, qui sont donc correspondent à des actifs, soit des commerces, soit des locaux d'activité, illustrent la variété de typologies de territoires adressés par les foncières de redynamisation, puisque vous en avez qui interviennent en milieu rural, voire très rural. Certaines foncières s'en sont fait une spécialité. Je pense à Village Vivant, par exemple. Mais je crois que la foncière de Normandie nous donnera aussi un exemple de ce territoire d'intervention. Vous avez des foncières qui interviennent en zone prime de cœur de ville dégradée. Ça a été le cas à Vierzon avec la SEMVI. C'est le cas de la foncière Odile qui a été constituée pour intervenir en quartier NPNRU. Et puis des foncières qui interviennent aussi en milieu urbain dense, comme la foncière Saint-Denis Commerce qui donc intervient en région parisienne sur le linéaire commercial historique de la ville de Saint-Denis. Quelques chiffres, on est à environ 1 million d'actifs déjà livrés, donc c'est un résultat qui est à saluer, ce qui représente à peu près 200 000 m² de commerce ou de locaux d'activité qui ont été restructurés, réhabilités, en tout cas remis sur le marché ou mis sur le marché pour la première fois. La répartition est à peu près de 700-300 entre commerce et locaux d'activité. Et puis, cette dynamique de livraison, on le voit depuis quelques trimestres, est régulière, en croissance régulière. Sur un an, depuis le T3 2023, il y a eu un taux de progression de 26%. Donc, les choses se font régulièrement et progressivement. En plus de ce millier d'actifs restructurés, une réserve d'actifs, en tout cas des actifs à l'étude, qui sont donc inscrits au plan d'affaires des foncières, qui représentent à peu près 2000 actifs, soit à peu près 400 000 m² supplémentaires de locaux et commerces d'activité qui vont donc être à terme remis ou mis sur le marché pour la première fois.
Et ça, on est bien d'accord que c'est sans les projets, c'est uniquement les foncières qui ont été créées. C'est-à-dire que tous les projets qui étaient évoqués tout à l'heure, les 12 plus 17, forcément, ce n'est pas encore intégré. C'est ça. Alors ça, c'est forcément les foncières qui sont déjà actives. Et puis ceux-là, ce sont les plans d'affaires prévisionnels, mais de fait déjà constitués dans par les foncières qui existent. Et peut-être un mot des Outre-mer. Alors les Outre-mer, pour l'instant, comme on le voit sur la carte, essentiellement en Guyane-Martinique que les foncières ont commencé à développer leurs projets. Peut-être que Magali peut préciser un peu plus les projets en cours, ou en tout cas, il me semble qu'il y a un projet de constitution de foncière qui est à l'étude. Oui, effectivement, il y a eu plusieurs projets qui ont été menés je pense à La Réunion, où il y a eu une initiative à l'échelle du TCO, territoire côte-ouest, donc voilà, qui est toujours, alors peut-être avec une autre configuration, mais qui est toujours un peu work in progress, on va dire. Mais sinon, en foncière effective, on a effectivement la Guyane et Martinique. Il y a eu également aussi une réflexion sur la Guadeloupe, mais qui n'a pour l'heure pas abouti. Voilà, ce que l'on voit par ailleurs, c'est que donc quand on regarde simplement les plans d'affaires, on a une dynamique qui est en progression elle aussi, mais beaucoup moins importante que celle des locaux livrés. Je n'ai pas affiché la courbe, mais ce que ça représente, c'est en plan d'affaires, là, le taux de croissance est d'à peu près 1%, a été d'à peu près 1% sur l'année passée. Comme je vous disais, vous avez à peu près 25% de taux de croissance en locaux livrés. Donc l'idée, c'est qu'à moyen terme, peut-être un peu plus que ça, les deux courbes se rencontreront. C'est-à-dire que le volume d'actifs prévus dans les plans d'affaires sera atteint effectivement en locaux livrés. En tout cas, la tendance aujourd'hui est plutôt à une stabilisation de ce volume d'actifs dans les plans d'affaires. Et comme je vous disais, une croissance qui se fait progressivement sur les foncières déjà actives, sachant que les plans d'affaires seront un peu augmentés aussi des nouvelles foncières qui seront engagées pour atteindre ce chiffre symbolique de 100 foncières. Oui, et puis les foncières qui ont déjà lancé des augmentations de capital. On a plusieurs foncières qui ont déjà fait au moins 2 augmentations de capital. Je pense à la Sémaville à Belfort, je pense à Métropolis, qui est la filiale de la Samorion. Donc il y a des territoires où effectivement on produit rapidement. C'est ça, on avait, c'est 9, je crois, augmentations de capital qui ont eu lieu depuis quelques années, effectivement, pour poursuivre la dynamique et la démarche opérationnelle des foncières qui sont déjà actives. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Merci beaucoup, Louis. Du coup, je passe le relais à Magali, qui va animer les 2 prochaines tables rondes où on va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Parfait, tu as du coup un micro. Merci. Alors effectivement, là, on va passer sur une séquence de 4 retours d'expérience. Donc voilà, je vais inviter pendant ce temps à venir me rejoindre, plusieurs dirigeants de foncières. Donc en fait, ces 4 exemples illustrent bien la diversité de modèles, mais aussi la diversité de champs d'intervention des foncières de redynamisation qu'évoquait Louis un peu avant, avec plusieurs exemples. Donc sur une première séquence plutôt dédiée sur des illustrations d'intervention de foncière en milieu plus rural, avec un exemple de la foncière de Normandie qui, comme son nom l'indique, a un rayonnement régional, mais qui finalement a quand même un ciblage assez spécifique sur les territoires ruraux, avec des problématiques forcément de sécurisation d'opérations qui est peut-être un petit peu plus complexe. Donc je remercie Trinidad Cador d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui, ainsi que monsieur Guilhem Ducléon, qui peut tout à fait me rejoindre sur scène, donc directeur de la foncière Charente-Maritime, donc également une structure qui cible notamment des opérations en cœur de ville sur les villes ACV et PVD du département. Donc merci à vous. Voilà, je vais d'abord donner la parole à Madame Cador. Est-ce que vous êtes... Oui, je vous vois. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce nouvel atelier. C'est un plaisir d'y participer.
Alors effectivement, comme on l'avait pu l'évoquer ensemble, donc la foncière de Normandie, donc une foncière créée à l'échelle régionale en 2021, qui cible finalement plus spécifiquement des territoires ruraux ou sur un territoire qui démontre une certaine fragilité. La sécurisation de ces opérations est peut-être un peu plus complexe. Est-ce que vous pouviez revenir en quelques mots déjà sur la genèse de la création de la foncière et surtout sur les montages peut-être innovants qui vont être proposés par votre structure pour sécuriser les opérations, notamment sur la partie acquisition, si j'avais bien compris de notre échange, mais aussi sur le volet commercialisation? Tout à fait. En fait, c'était né d'un constat, hein. Le président Hervé Morin, qui est président de la région Normandie et qui est également président de la foncière de Normandie, avait constaté, en fait, en allant sur les territoires, qu'il y avait vraiment un besoin prégnant de lutter contre la vacance commerciale qui s'installait dans les petits cœurs de bourg, dans les toutes petites centralités. Ça, c'était des départs de commerces de première nécessité, hein, que sont par exemple les épiceries, les boulangeries, pâtisseries, les boucheries, charcuteries. Donc voilà, pour ne citer que ces trois premiers commerces, très très demandés, les bars-restaurants également. Donc, la foncière de Normandie a été créée à cet effet pour essayer d'enrayer ce phénomène de disparition, hein. Donc, vraiment, on a été créé pour aider à l'implantation, le réamorçage et le renouvellement, hein, du commerce et de ses services dans les centralités. Et très rapidement, au final, la demande, elle s'est exprimée dans la ruralité. Beaucoup de maires, en fait, alors je ne sais pas si c'était l'effet Covid ou l'effet aussi démographique, hein, parce qu'on arrive à des exploitants qui arrivent à l'âge de la retraite, hein, du fait de la structure démographique de la France, et beaucoup de difficultés pour les remplacer, reprendre les affaires. Et alors, très vite, en fait, moi j'étais très, très surprise, c'était l'état, en fait, des locaux. Parce que certes, on n'arrivait pas forcément à retrouver des exploitants pour réamorcer ou poursuivre l'activité, mais c'était aussi du fait que ces locaux-là n'étaient pas du tout attractifs parce qu'ils étaient extrêmement vétustes. Et donc, il a fallu qu'on recherche ensemble, collectivement, des solutions opérationnelles parce que, en tant que foncière, j'étais dans l'incapacité, au final, d'acquérir des murs et de faire un loyer abordable au bout. Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas comment travaillent mes autres collègues dans la ruralité, mais je dois en fait proposer des loyers extrêmement abordables parce que mes chiffres d'affaires sont relativement bas. Ce qui fait que si j'investis beaucoup dans des travaux, dans de l'équipement, dans de l'aménagement, je suis dans l'incapacité en fait de proposer un loyer abordable. En fait, mon investissement est tel que je suis vraiment, mais vraiment dans l'incapacité de proposer quelque chose de très attractif pour maintenir mes petits commerces. Donc là, il a fallu vraiment qu'on cherche des solutions, tant au niveau de ce qu'on pouvait faire au niveau des amortisseurs, qui était de réduire en fait, je dirais, l'impact financier de la remise à niveau des locaux, voire de leur équipement. Quand on parle de métiers de bouche comme les boulangeries, pâtisseries ou les boucheries, charcuteries, c'est des équipements très chers et on a fait le choix, hein, d'en payer une partie. Et en fait, moi, quand je raisonne en bilan d'opération, je pars en fait d'un loyer abordable. Alors, un loyer abordable, c'est calculé comment? Déjà à partir d'un chiffre d'affaires. Donc, quand on identifie des porteurs de projets, on travaille avec eux sur un bilan prévisionnel comptable. Et puis, je déplace mon curseur en me disant, ben voilà, s'il est en capacité d'honorer telle charge locative, je suis en capacité d'investir tant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après quelle solution on a trouvé. Donc, vous verrez sur cette carte, en fait, comment le déploiement de la foncière de Normandie. Donc, je suis toute seule, hein, en opérationnel. Donc, je voyage beaucoup. Du coup, c'est très, très instructif parce que je suis toujours, en fait, ancrée, hein, sur les territoires. Et je ne sais pas si certains
des personnes auditeurs connaissent ce territoire, mais vous allez constater très vite que je suis beaucoup dans la ruralité. Les villes moyennes ou les grandes villes m'interpellent peu, puisque, enfin, sauf des secteurs comme, pour en parler, hein, les QPV ou des zones qui sont en reconversion totale. Sur le plan urbain, en renouvellement urbain. J'ai mis un petit peu à part, j'ai profil à part. Mais sinon, quand on constate cette carte-là, je suis vraiment dans la ruralité, parce que c'est là où les besoins sont les plus prégnants, hein. De maintenir ce commerce qui est vraiment, je pense, vital pour nos territoires. Parce que quand un commerce disparaît, c'est un service qui disparaît. Ce qui fait que le territoire est beaucoup moins attractif. Et puis, les populations captives n'ont plus accès en fait à ces services. Ça pose un problème d'aménagement du territoire et d'équité en fait à l'accès à des services et à des commerces. Donc les petits points bleus, c'est tout ce que toutes les collectivités que j'ai pu rencontrer, où j'ai présenté l'émission. Et les petits points jaunes et verts, évidemment, je les ai rencontrés puisqu'on a continué à écrire une histoire ensemble. Donc tous les petits points jaunes, en fait, c'est tous ceux qui sont actuellement ou en études, parce que je demande beaucoup d'études de marché quand même, parce que comme je sollicite des deniers publics, je suis assez, en fait, euh, demandeuse d'éléments factuels et d'éléments statistiques me disant qu'il y a vraiment un marché. Parce qu'après, voilà, on pourra revenir sur la question. Et puis, tous mes petits points verts, c'est mes actifs, en fait. Et voilà. du coup, vous évoquiez sur certains territoires la difficulté d'acquérir les locaux, notamment par leur état fortement dégradé. Et donc, quels sont les différents modes, les solutions trouvées par la foncière pour remédier à cette difficulté? Alors, j'ai exploré en fait 3 méthodes. Si vous voulez, on va passer les slides. Donc, j'avais un petit slide récapitulatif. J'en suis à 9000 mètres carrés, mais ça, on pourra. Voilà. Alors, donc, j'ai exploré d'abord le premier cas. Ça, je les appelle les opérations de velours. C'est-à-dire que j'ai investi seule. Donc, ça, c'est parfait. C'est-à-dire que je me retrouve face à des locaux qui ont été bien entretenus, généralement, voire même qui ont fait l'objet de réhabilitation. Et au final, je mets en face une recette locative qui est à la hauteur de mon investissement. Donc ça, je dirais, puis avec ça, je dirais qu'il y a un alignement de planète, c'est-à-dire que mon commerce se situe dans un territoire où au final, il y a de l'attractivité, il y a du flux, il y a de la régénérescence démographique, il y a une belle activité économique. Donc, je dirais que tout l'écosystème est dans tous ces segments extrêmement dans le vert, hein. Enfin, il n'y a pas d'aspect négatif. Eh bien, ça tourne tout seul. Et bon, voilà. Alors ça, c'est formidable pour moi. J'aime beaucoup ces dossiers-là, mais ils sont extrêmement rares. Alors voilà. Et donc, on va pouvoir passer à l'autre slide. Donc là, il a fallu que je trouve des solutions quand je suis sur des biens plus ou moins dévastés, hein. J'ai fait des choses quand même qui sont extraordinaires. On pourra faire, si vous voulez, un jour un atelier sur des biens extrêmement dévastés et qu'il faut absolument remettre aux normes réhabilitées pour maintenir ce service. Et là, les coûts de travaux et d'équipement sont très importants. Pour vous donner une marge, un exemple concret, pour 1 euro que je vais investir dans les murs, je vais avoir parfois 5 à 6 euros en fait en travaux. Donc j'ai des petites opérations comme ça, des petites boulangeries dans des petites campagnes où j'ai des opérations au final qui reviennent à 700 000 euros avec 50% d'équipement à la charge de la foncière et de la commune parce qu'on a créé donc quelque chose d'assez original mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Mais au moins, on arrive à sortir les opérations. C'est plus long, mais au moins, on a la satisfaction de tirer des opérations. Donc, en fait, on s'est dit comment faire quand on est face à des biens comme ça, extrêmement vétustes, où il y a de l'équipement en plus, parce que souvent, c'est de l'équipement qui a été voilà, acquis dans les années 70, 80, donc 40 ans, un équipement de boulangerie ou de charcuterie, vous imaginez, pour le risque d'y installer un nouveau repreneur. Et
et ce qui fait que, on s'est dit, quels sont les amortisseurs, quoi. Enfin, comment on va faire pour sortir l'opération? Il faut qu'on la sorte. Et on s'est dit, il va falloir mettre dans le tour de table, en fait, la commune qui peut appeler de la subvention à hauteur à minima de 20%. Et comme ça, on va pouvoir appeler de la subvention, que ce soit de la DETR, du FNATT, de la DSIL quand on en avait, parce qu'en ruralité, on a un petit peu moins de DSIL, et sinon aussi les aides sectorielles des départements et de la région, voire même du leader. Et on a fait rentrer comme ça, et toutes les subventions, évidemment, vont à l'opération. Et voilà. Et puis également l'ANCT, qui était vraiment, qui est très très présente aux côtés de la foncière de Normandie, au titre de ces deux dispositifs, que ce soit le FRLA et puis le commerce rural sédentaire. Et ainsi, comme ça, en allant chercher des subventions, on a pu finalement, je dirais, amortir au final le coût extrêmement important d'une opération, parce que vous dire, des fois j'ai des opérations qui coûtent, tout compris, un bilan d'opération global 650 000, 700 000 euros, et on tire un loyer de 700 euros. Donc le calcul est vite fait. Donc il fallait vraiment amener vraiment cet amortisseur. Et alors, ça demande beaucoup, beaucoup de travail partenarial, parce que déjà beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qu'est l'indivision. Alors, c'est une convention qu'on signe à l'acte de vente. Donc, on achète en indivis, commune et foncière de Normandie, un bien. Et puis, on a respectivement notre quote-part locative. Évidemment, les subventions sont calculées à partir du fait que déjà, nous soyons partenaires de la commune. Et puis, mais je l'avais expliqué lors d'un atelier en juin 2022. Et d'autre part, également, les subventions sont calculées parce que comme elles génèrent des recettes, évidemment, ça c'est déduit du déficit d'opération. Donc déjà, au niveau partenarial, il faut vraiment bien s'atteler avec la commune. Sur le plan opérationnel aussi, parce que nous, Foncières de Normandie, dans nos statuts, on a fait le choix de ne pas pouvoir assurer une maîtrise d'ouvrage. Donc, il faut qu'elle soit déléguée. Donc, c'est la commune qui assure la maîtrise d'ouvrage. Financier, il va falloir qu'on ait une comptabilité extrêmement analytique, parce qu'entre les entrants et les sorties, puis tout divisé en 51-49, parce que c'est notre indivision, 51 foncières, 49 communes, et puis aussi sur le juridique, puisqu'il y a cette convention d'indivision. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais enfin, une fois qu'on est un peu familiarisé au dispositif, ça devient simple. Mais c'était l'une c'est pour ça que ça serait intéressant d'échanger avec d'autres qui sont sur des opérations du même type que les miennes. La seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et on va avoir une carte à la fin de mon intervention où vous aurez les indivisions. Et enfin, j'ai exploré aussi une nouvelle solution, c'est la SCI. Alors ça, je l'ai fait dans une ville moyenne, à Kevizor, où en fait, on a parfois des friches commerciales comme ça dans des linéaires commerçants très dynamiques. Et on peut avoir comme ça des investisseurs privés qui sont intéressés par l'emplacement. Donc là, on a pour l'instant un montage en SCI. Donc là aussi, ça demande un petit peu de juridique, parce que un cabinet d'avocats doit être missionné à nos côtés pour évidemment écrire les statuts, pour définir les participations des différents associés. Et également, comme nous, 60% de notre capital provient de la région, ça demande une délibération auprès de notre entité régionale. Mais voilà. Mais alors, c'est assez intéressant parce que, voilà, on monte une SCI et on avance ensemble sur la réalisation des travaux, sur la commercialisation, d'autant que souvent l'investisseur privé est également exploitant. Donc voilà, c'est une solution aussi que j'exporte. Enfin, j'en ai qu'une pour le moment, donc qui sera livrée en janvier 2025. Donc voilà. Alors évidemment, il faut que l'associé ait suffisamment de garanties financières, et le risque il est un petit peu plus fort qu'évidemment en indivision puisque là, on est sur du privé, alors qu'en indivision, on est exclusivement sur du public. Alors justement, vous évoquiez, excusez-moi, je
vous interromps, Ouais, mais allez-y. sur cette partie financement avec un investisseur privé, on voit que vous évoquez aussi la partie commercialisation. Finalement, c'est une solution qui permet de toucher les deux aspects. D'une part, le financement de l'opération, mais aussi sa sécurisation sur l'identification d'un repreneur. Et comment intervient la foncière justement sur ce volet pré-commercialisation? Parce que je dirais que notre métier serait assez facile si j'arrivais à signer à blanc en fait mes opérations. Mais au final, quand je présente à mes instances décisionnelles les opérations, je dois avoir en fait identifié un repreneur. Il doit avoir présenté un bilan prévisionnel comptable. Donc, ce qui fait qu'il y a tout un travail en amont qui s'amorce à partir du moment où une commune nous saisit parce qu'un commerce va disparaître ou bien un local est vacant et il souhaite réamorcer une activité. Eh bien, là, en fait, très tôt, enfin, je me suis associée à ceux qui savent faire, parce que autant en opérationnel, je dirais réhabiliter, etc. Bon, c'est un peu mon métier de base, mais par contre, chercher le bon exploitant, le bon artisan, ça, c'est vraiment pas trop mon domaine, hein. Ce qui fait que très vite, j'ai conventionné avec les consulaires, hein, que ce soit la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec la Chambre du commerce et de l'industrie, et même avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour qu'on ait une méthodologie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est interpellé pour une reprise ou pour une vacance, on rédige, on co-rédige ensemble en fait des profils qu'on va publier sur des canaux professionnels, sur des canaux plus grand public. On va évidemment relayer ça sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plusieurs canaux, la presse locale, la radio locale, etc. Et à partir de là, on a une méthodologie pour identifier les postulants. On a la chance en région Basse-Normandie d'avoir un dispositif qui s'appelle coup de pouce. Donc, quand l'exploitant, c'est sa première affaire, il peut vraiment bénéficier déjà d'un accompagnement pour réaliser un bilan prévisionnel comptable. Et puis, une fois qu'il est retenu dans le dispositif, il a du prêt à taux zéro, voire des avances remboursables. Donc, on a vraiment une chaîne qui permet de sécuriser, une chaîne qui permet d'identifier je dirais, le candidat à la réussite de notre commercialisation. Et c'est ça parfois qui est très compliqué, parce qu'à la rigueur, acquérir des murs, les réhabiliter, trouver l'argent pour les réhabiliter, les équiper, les aménager, bon, c'est une chose, mais je dirais que souvent, en grande ruralité, ce qui est compliqué, c'est de trouver en fait l'exploitant. Donc, nous, Foncières de Normandie, il a fallu également qu'on explore en fait tout ce qu'il y avait sur nos espaces et nos acteurs locaux pour essayer d'avoir une méthodologie nous permettant d'identifier assez rapidement finalement des exploitants artisans. Donc voilà, donc j'ai les deux facettes du métier. Il y a le montage à la fois opérationnel, financier, suivi de travaux, livraison du chantier, avec en amont la modélisation économique, mais qui dépend finalement de l'artisan ou de l'exploitant qu'on aura identifié. Merci Donc, beaucoup. voilà, C'est intéressant sur ce volet commercialisation, parce que je pense que le parti pris est un peu différent peut-être de celui de l'exemple suivant. Donc ce sera intéressant de les mettre en parallèle. Merci beaucoup, Madame Cador. Peut-être qu'on a le temps de prendre une ou deux questions. J'ai vu qu'il y en avait qui défilaient sur le chat. Oui, une question de Sandrine Morel. Quelles sont les subventions du département, celui-ci n'ayant pas la compétence développement économique et commerce? Alors, ça dépend des départements, en fait. On a des départements qui ont développé, en fait, des fonds spécifiques à l'aide au développement maintien économique et au commerce. Par exemple, moi, j'ai la chance sur sur la région Normandie d'avoir le département de la Manche, qui est extrêmement aux côtés de la foncière sur beaucoup d'opérations. Ils ont le FIR, c'est le Fonds d'investissement rural. J'ai également le département de l'Eure, qui est extrêmement sensible également à tout ce qui est commerce dans la ruralité. Le département du Calvados également est vraiment à nos côtés,
Seine-Maritime et Orne. Orne, moins de moyens, donc évidemment, ils restent sur leurs compétences propres. Et Seine-Maritime, je crois qu'en fait, tout est tiré plus ou moins par les grosses villes que sont Le Havre et Rouen. Et ce qui fait que... Mais je suis sûre que si je les interpelle, ils trouveront bien une petite ligne pour nous aider, au moins sur des études ou des choses comme ça. Voilà. Encore 2 petites questions. En moyenne, quelle est la durée d'amortissement de vos projets? C'est une très bonne question. Au départ, quand on a démarré, en fait, en 2021, on était plutôt sur 15 ou 16 ans parce que les taux, alors oui, alors moi, j'appelle pas encore du capital une augmentation de mon capital parce que, en fait, dans nos statuts, on a fait le choix d'emprunter pour chacune de nos opérations 75% et 25% en fonds propres. Donc, ça me laisse une petite marge de manœuvre. Et du coup, quand j'ai démarré en 2021, le contexte politique et financier était très différent, ce qui fait que j'avais des taux qui étaient en deçà de 2%. Aujourd'hui, quand j'ai 4%, je suis très très contente parce que j'ai même avoisiné les 4,8. Donc, ce qui fait que comme les taux bancaires ont fortement augmenté, surtout sur les commerces où les banquiers parfois, voilà, sont un peu plus frileux, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai augmenté ma durée d'amortissement sur 18 ans. Donc, voilà. Mais par contre, je fais un portage long. Je peux, après, voilà, je reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà. Peut-être prendre une toute dernière question, puis on va... D'où viennent les fonds de départ de la foncière? C'est une très bonne question aussi. Alors, j'ai 60% qui viennent de la région Normandie. Donc, ça, c'est mon gros actionnaire, hein, donc, avec le même président. Sinon, j'ai également la Caisse des dépôts et consignations, l'établissement public foncier de Normandie, une banque qui est à l'échelle régionale, qui est la Caisse d'épargne. J'ai aussi un collectif territoire et habitat normand. Donc ça, c'est très intéressant parce que parfois, j'ai la question du logement au-dessus du local commercial. Donc, avec certains bailleurs, je travaille justement à cette séparation étages et locaux commerciaux. J'ai également l'ADN au travers de Normandie Participation, qui est l'agence de développement économique de la région. Et j'ai l'opérateur régional en aménagement, qui est la Schéma. Peut-être pour compléter cette question, rappeler qu'on a une fiche retour d'expérience dédiée à la foncière de Normandie qui a été produite et publiée sur le site de la Banque des Territoires. Et j'en profite aussi pour glisser qu'on a produit une chouette vidéo retour d'expérience sur une opération menée à Landizac qui est également accessible sur notre site. Je vous invite à la parcourir. Merci beaucoup, Madame Cador. Je vais maintenant tourner vers Monsieur Guilhem Ducléon. Donc, vous êtes directeur de la foncière Charente-Maritime, une structure qui a été créée, adossée à la SEMPAT 17. Alors, peut-être revenir en quelques mots sur l'origine du fondement de cette société, de cette structure, plutôt ciblée sur revitalisation des cœurs de ville en territoire ACV, PVD du département et son articulation avec les outils préexistants. Ok, bonjour à tous. En effet, donc la foncière de Charente-Maritime, en réalité, est aujourd'hui le nouveau nom de la SEMPAT 17, donc la SEM historique. Et lorsque la Banque des Territoires est venue nous voir en 2021, on a effectivement créé la SASPAT 17, qui est devenue la foncière de Charente-Maritime Cœur de Ville, et donc qui est une filiale en SAS avec le deuxième actionnaire, la Caisse des dépôts. Donc l'histoire de la SEM, j'en parle rapidement, puisque le département est actionnaire majoritaire et la Banque des Territoires est actionnaire à 26%. Caisse d'épargne également, 2 banques locales, Crédit Mutuel et Crédit Agricole. Et enfin, on a également 3 agglos sur 4 du département de Charente-Maritime qui sont au capital, et la ville des Maths, puisque c'est la ville qui héberge notre Ferrari, qui est le Club Med de Charente-Maritime. C'est pourquoi la SEM foncière avait été créée il y a 20 ans. C'est 70 millions d'investissements. Donc ça, c'est la maison mère. Et puis, on a créé donc une filiale, la SASPAT, où on a 40% du capital, 44%, la Banque des Territoires, 36%. Et puis, on a repris nos partenaires bancaires privés, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Crédit Mutuel Océan. Donc la foncière maison mère, elle, ses axes d'intervention sont le tourisme. C'est ce qui confère encore au département sa légitimité à rester majoritaire dans le capital. Et puis également le DevEco, principalement des actifs industriels et tertiaires. Et là, c'est ce pourquoi nous avons fait rentrer des agglos en 2015 depuis la loi Notré.
Et puis donc la filiale, elle, son axe d'intervention est le cœur de ville, principalement donc revitaliser des cœurs de ville avec des locaux d'activité identifiés sur des communes qui sont labellisées Petites Villes de demain. Il y en a une 20 en Charente-Maritime, ou Action Cœur de Ville, il y en a 2. Donc ça fait 22 communes. Ça, c'était l'histoire et c'est notre, on va dire, principal cœur d'intervention, enfin notre intervention principale au départ. On verra comment on fera muter un peu ça. Alors justement, pour illustrer votre mode opératoire, vous avez livré il y a peu de temps une opération sur la commune de Surgères, donc je crois qu'on est en PVD, pour accueillir un restaurant. Est-ce que vous pouvez, à travers le décortiquage de cette opération, nous présenter un peu le mode opératoire de la foncière ? Oui, tout à fait. Donc en effet, ah oui, merci, pardon. Je vais juste regarder. Je fais comme ça, c'est ça ? Ok. Donc l'idée en effet de ma présentation, c'est de vous présenter un projet et d'expliquer comment il fonctionne, principalement le montage juridique, et puis également un peu l'historique de ce projet, donc concrètement comment on est arrivé à sortir un projet. Donc nous on a fait un projet, d'abord sur la partie financière, on a mis 25% à peu près de fonds propres, peut-être un peu plus. Je tiens à souligner le rôle de la NCT puisque c'est grâce à eux qu'on a pu sortir le projet, puisqu'on a 20% de fonds. Donc c'est un projet qui fait 1 035 000 €, on verra après. On a eu 200 000 € de fonds par la NCT, ce qui fait que le loyer qui permet d'équilibrer, c'est sur la base de 800 000 € et non pas sur la base d'1 million. Pour autant, il fallait quand même trouver un locataire pour 800 000 € puisque nous ne bénéficions pas de subventions supplémentaires, hormis une subvention de la commune de 20 000 €. Donc vous voyez, on parle de pas grand-chose, entre guillemets, par rapport à 800 000 € à couvrir. Donc là, on est allé chercher Nous, on est juste des monteurs de projets. Peut-être à la différence de madame, nous, on ne va pas chercher des porteurs de projets. C'est les communes, c'est vraiment on considère que ce sont les acteurs du territoire qui sont les développeurs, les maires notamment, puisque c'est à eux aussi d'ailleurs de savoir ce qu'ils souhaitent avoir comme commerce. Ce n'est pas tout à fait les mêmes réhabilitations en fonction des activités que l'on souhaite. Donc nous, on monte des projets sur la base de propositions ou de rencontres avec des preneurs. Après, un peu sur la même méthode que ce que racontait Madame Cador, c'est-à-dire sur la base d'un loyer et d'un BP, on regarde si le projet peut fonctionner compte tenu des coûts d'investissement, donc du foncier principalement, enfin non pas principalement, et principalement les coûts de travaux de réhabilitation. Voilà, donc là je vais vous expliquer un peu. Ah pardon, je ne maîtrise pas trop. Voilà. Donc il s'agit de cette maison qui est face à la mairie. Donc Surgères, c'est une commune qui est à peu près à 40 km à l'est de La Rochelle, donc en pleine ruralité de la Charente-Maritime, et c'est une ville de 6 000 habitants et labellisée Petite Ville de demain. Donc ça, on s'en fiche un peu. Donc vous voyez je ne sais pas si vous voyez la petite étiquette rouge. Donc c'est en plein centre de la commune. Le bâtiment, on n'y va pas grand-chose, on va aller vite. Donc vous voyez les photos du bâtiment qu'il fallait réhabiliter. Le foncier coûtait 200 000 €. Et donc travaux plus honoraires, etc. Il y en a pour plus de 800 000 €. Je vais passer ça. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder d'abord le planning. Donc on a commencé en 2022, on a fait un comité d'engagement pour engager le projet. Ça faisait déjà 3 ou 4 mois qu'on avait vu le preneur, qu'on avait discuté avec eux, qu'on avait analysé ses comptes, puisque ce qui fait la force d'une foncière, c'est principalement dans ce genre de montage la qualité du preneur, puisqu'on va essayer d'aller chercher un bail long ferme pour aller chercher des financements. Et donc on a dû d'abord s'assurer que le preneur était le bon. Donc une fois qu'on a eu tout ça et que ces dossiers étaient prêts, on a fait un comité d'engagement donc en 2022. On a signé tous les contrats 3 mois après, donc il n'y a que 3 contrats dans le cadre d'une foncière. On commence toujours par le bail commercial, évidemment, qui est conditionné à la propriété, compromis de vente, lequel est conditionné à l'obtention des financements, dont subventions et du permis de construire, bien sûr. Et puis ensuite, on a fait un contrat de promotion immobilière. Donc on a déposé un permis le 26 janvier. On a eu un accord sur les prêts en mai 2023, obtention du permis le 26 juin. Nous, en plus, on conditionne à la purge. C'était un établissement recevant du public, donc c'est bien 8 mois après. On a eu le permis purgé le 26 septembre. On a acheté le foncier le 26 septembre, l'acte authentique. Démarré les travaux le 1er octobre. Réception et livraison, ça s'est fait donc... alors là, il y avait écrit le 1er septembre, mais en réalité, ça a été le 1er octobre. Et l'ouverture de l'établissement, 1er novembre de cette année.
Donc 2 ans et demi d'opération. 2 ans et demi, en effet, à partir du départ de tout, mais il faut bien comprendre qu'on a quand même 8 mois d'arrêt, c'est l'obtention du permis. Donc c'est bien sûr le cliquet, bon, vous connaissez tout ça, mais fallait l'expliquer. Donc le prospect, donc on a plusieurs montages. Donc dans nos projets, on analyse d'abord le prospect. Donc il s'agit d'un restaurant existant qui s'appelle la SARL Les Sources du Moulin, qui est géré par un monsieur Martineau. Donc on a analysé ses comptes. On a considéré qu'il avait une capacité à bien gérer, donc il y a une profondeur. Donc c'est quand même plus facile d'avoir un prospect qui a une histoire que d'avoir un prospect qui démarre une activité. Par exemple, les vendeurs de CBD ou des choses comme ça dans les cœurs de ville, puisqu'on en a beaucoup aujourd'hui. Ou même l'artisan qui a 20 ans, c'est toujours plus inquiétant de signer un bail de 12 ans ferme qu'avec quelqu'un qui a une activité qui nous rassure. D'ailleurs, ça nous a tellement rassuré qu'on lui a demandé de garantir les loyers sur 3 ans glissants de la structure qu'il créait avec la précédente structure. Voilà. C'est comme ça qu'on est d'autant plus rassuré, c'est que c'est matérialisé. Donc bon, on a considéré que c'était une belle entreprise, celle qu'il gérait, et qu'on pouvait tout à fait faire un projet ensemble. Ensuite, on a regardé ses investissements, parce que nous, on ne porte pas les investissements du preneur. C'est aussi une garantie pour nous. S'il investit 200 ou 300 000 euros en cuisine et en espace de restauration, donc il y en a des divers, mais notamment la chambre froide, eh bien, c'est une garantie pour nous qu'il souhaite s'installer durablement avec nous, et c'est bien en lien avec un bail de 12 ans, ce qui le protège lui aussi dans la relation, puisqu'il a un investissement qui est au moins amorti sur 12 ans. Et puis on a regardé donc ces hypothèses de chiffre d'affaires. Donc là on a aussi travaillé avec des données de la CCI. Je profite pour pouvoir les challenger, puisqu'on n'est pas des spécialistes de la restauration. Et enfin, on a regardé son business plan qu'on a trouvé cohérent, à partir duquel on a bâti ensemble un loyer. Le loyer, chez nous, vous l'avez compris, il couvre le prix d'investissement. Enfin, pour faire très simple, il va couvrir les annuités d'emprunt annuelles, plus il est supposé financer les fonds propres sur la base de calcul, mais en réalité, les fonds propres seront financés avec l'indexation de ce loyer. Donc, on est à flux de trésorerie neutre sur le projet pour le lancer. Et donc, on a regardé si ça correspondait à sa capacité à le soutenir, mais également aussi, grâce aux données de la CCI, à une pratique, un usage dans la restauration dont on sait désormais qu'un loyer, c'est 5 à 10% du chiffre d'affaires. On est plutôt à 8%. Et nous, là, sur ce projet, on va être à 6%. Donc, ce qui était intéressant pour lui, évidemment, en dehors de la localisation du bien. On a eu également une étude de marché sur le loyer, mais également sur l'opportunité de restaurants et de création de restaurants sur la commune de Surgères. Ça, j'en parle pas là, mais c'est ce qu'il y avait là pour le coup, cette étude de marché, où cette analyse avait été clairement identifiée par les élus, et c'est ce qui avait fondé quand même un peu toute la jeunesse du projet. Et est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vraiment, parce qu'on l'avait évoqué ensemble en fait, le profil du repreneur sur un restaurant, c'était peut-être un profil en capacité d'absorber cette durée de transformation du bâtiment de 2 ans et demi. Oui. Est-ce que c'est potentiellement le cas sur tous les types de repreneurs? Non. Voilà. Est-ce que ça pose pas aussi des questions, des biais entre la réponse aux besoins du territoire? C'est en fait la limite du modèle, en tout cas de notre modèle. Il y en a plusieurs. D'abord, nous, on est 100% de commercialisation, donc c'est une limite. Mais en effet, il y a peu de repreneurs, on l'a vu, ou de typologie de repreneurs qui peuvent attendre 2 ans et demi avant de démarrer ou de leur activité. Donc là, on était sur quelqu'un qui a déjà une activité, qui fait une croissance d'activité. Ça demande quand même un travail, puisqu'il a fait un partenariat avec un nouveau restaurateur, il faut recruter du personnel, etc. Mais c'est tout à fait faisable. Et il faut reconnaître que les projets aujourd'hui qui sont les plus mûrs chez nous, c'est soit un Intermarché qui est capable d'attendre 2-3 ans de travaux et qui fait aussi une extension, soit d'autres restaurateurs. En revanche, toutes les personnes qui souhaitent s'installer dans les 3-6 mois, nous ne sommes pas capables de le faire parce que tout simplement, nous ne faisons pas de réserve foncière et donc on ne porte pas en blanc des biens. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que tout simplement, on n'est pas dans des communes très attractives. Donc c'est aussi, là, on doit redynamiser, mais en fait, on n'a pas envie de prendre les risques. J'ai bien aimé l'histoire de l'indivision. Enfin, il y a des choses à creuser peut-être dans les partenariats avec les mairies. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas les choses de cette manière-là. Donc sur le montage financier, je vous l'ai expliqué rapidement, mais vous voyez, j'ai mis, est-ce que je l'ai mis ici? Donc on leur a fait quand même une franchise de loyer les premières années. Donc on est sur un loyer à 57 000 euros hors taxe. Donc ça fait 5,5% du prix de revient total
une fois que j'ai intégré les subventions. Oui, donc c'est une rentabilité locative brute de 5,5%, c'est quand même assez faible. Et on sait très bien aujourd'hui qu'avec les taux et les durées d'emprunt correspondantes ça ne fonctionnerait pas. Donc en réalité, si on enlève les 200 000 euros de subvention, vous faites 57 sur 800, vous arrivez plutôt à 7 et quelques pourcents, ce qui est la rentabilité locative brute un peu standard compte tenu des conditions financières aujourd'hui. Je ne parle pas tant des taux que de la durée des emprunts. C'est ça qui nous contraint principalement. Et on a emprunté 500 000 euros. Le bilan financier, vous voyez, 1 032 en bas à droite. Compte de résultat prévisionnel, bon, vous ne voyez pas parce que le compte de résultat, on s'en fiche un peu, mais les flux de trésorerie, on voit bien que la dernière ligne en vert, on voit bien que tous les flux sont neutralisés. Donc le seul risque qu'on a dans un montage comme ça, à partir du moment où on a signé un bail long, on est sûr de la recette puisque le montant est fixé. Les emprunts, on les connaît déjà, donc on connaît nos dépenses et quelques frais de gestion. Et donc, le seul risque qu'on a, c'est la défaillance du locataire à payer quelque part son loyer. Mais là, le projet, il est lancé pour 12 ans. Et si le locataire n'est pas défaillant, il n'y a pas de raison que le projet ait des complexités. Sachant qu'on l'a remis à neuf, et donc les provisions pour réparation, etc., bon, c'est un peu de... Comment dire il n'y en a pas besoin, quoi. On ne va pas faire des grands travaux, c'est certain. Voilà un peu le sujet, d'où la qualité du preneur qui est pour nous essentielle. Et on ne sait pas comment fonctionneront les foncières demain qui font des réserves foncières, qui travaillent en 3-6-9 et qui portent 15 ans d'emprunt. Peut-être là, on a combien 45 000 euros d'emprunt par an. Ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on est un peu trop... on a une appétence au risque qui est peut-être pas la même que dans d'autres territoires. Mais clairement, on ne sait pas trop comment envisager ce genre de choses aujourd'hui. Et alors justement, les pistes pour la foncière Charente-Maritime, donc elle avait un positionnement initial sur des territoires plutôt fragiles. Oui. C'est quoi la trajectoire de demain ? En capitalisant peut-être sur les écueils de l'opération que vous nous avez présentée ? C'est vrai. Alors sur celle-là, pour le coup, on n'a eu que des choses positives, puisque vous avez compris, on a un super preneur, on a une mairie très engagée. Il faut aussi dire quand même que dans la revitalisation, il faut un très bon preneur, il faut aussi des partenaires, il faut qu'il y ait une économie, des acteurs qui ont un impact sur les projets. Donc là, en l'occurrence, les acteurs politiques, il faut qu'ils soient particulièrement impliqués. Sur celui-là, par exemple, ils ont bloqué le foncier, ils l'ont acheté, et quelque part, si on n'avait pas fait le projet, ils l'auraient fait. Voilà, donc ça, c'est aussi un sujet. Il faut aussi d'ailleurs savoir que dans les territoires ruraux où les loyers sont très bas, notre premier concurrent, c'est quand même les acteurs publics. Puisque eux, ils ont une capacité à aller chercher de la dette à 40-50 ans avec la Banque des Territoires, notamment. Ce que nous, on n'est pas capable de faire. Et donc faire un loyer sur 40 ans d'emprunt ou faire un loyer sur 15 ans, vous avez bien compris que c'est peut-être le loyer, on peut le diviser par 2. Pour information, dans les territoires ruraux, plus difficile, on est à peu près à 7 euros TTC du mètre carré par mois. Je vous laisserai faire tous les calculs, mais vous verrez que si vous cherchez une rentabilité de 7%, rentabilité brute, donc vous divisez ça par le nombre de mètres carrés, par le nombre de mois, et vous divisez par 7%, vous verrez que ça fait des investissements, prix de revient total, qui sont très faibles. Et là, on parle d'1 million d'investissements. Donc, comment on va faire ? La première, d'abord, j'entends qu'il y a des partenariats à faire avec des publics. On a tenté, nous, pour aujourd'hui, sur les subventions, à part l'État via la NCT, on n'a pas accès. On a accès faiblement à des subventions. Et d'autant, j'avais compris quelque chose, c'est pour ça que je suis un peu interpellé. La NCT était celui qui nous subventionnait en dernier ressort. Et dans leur formule, j'avais l'impression que si j'avais une obtention de 200 000 euros, mais que la région me donnait 100 000, la NCT ne finançait plus que de 100 000. Puisqu'elle finançait 50% du déficit maximum, enfin ce qu'elle avait appelé un déficit. Bon. Donc voilà, donc déjà il y a à retravailler un peu peut-être les subventions, mais nous notre idée c'est d'élargir, de ne pas se spécifier sur du Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, pour faire ce que tout le monde appelle aujourd'hui la péréquation, donc d'aller chercher des vaches à lait, des beaux projets. Et donc notamment nous ça peut être le territoire de La Rochelle ou des communes ou l'île de Ré. Voilà, on a quelques actifs comme ça qu'on pourrait aller chercher. On va aller faire de la rentabilité. On va essayer parce que malgré tout là les fonciers sont chers. Vous voyez. Donc élargir, avoir des preneurs de qualité, donc ça peut être ça. Donc là on le fait, on travaille là-dessus. Et puis après peut-être aussi l'intérêt de notre foncière. Donc on a levé des fonds sur une idée d'investissement de 15 millions d'euros. Donc on a aussi bloqué 2 millions de subventions auprès de la NCT. Donc on a 5 millions de fonds propres, et pour faire simple, 4,8 millions exactement. Donc ça, entre 25 et 30% de fonds, ça fait à peu près 15 millions d'investissements.
on s'est dit que si jamais on n'arrivait pas à porter aujourd'hui des commerces ou des locaux d'activité, soit on attend encore des années, mais il y a d'autres besoins dans le DevEco, soit on utilise ces fonds pour autre chose. Et l'économie mixte, elle a cet intérêt, ou en tout cas de pouvoir être agile, puisque vous n'avez pas beaucoup d'acteurs dans la structure, hormis la personne qui est en face de vous, et bien sûr les élus. Et donc l'idée, ce serait de peut-être, on regarde aujourd'hui d'investir dans des logements, dans les territoires, puisque dans des logements pour le compte d'entreprises. Donc on essaie de trouver des partenariats avec des entreprises pour porter des logements pour les travailleurs. Voilà. Oui, donc on va aller très loin là dans l'idée de faire un virage, mais l'idée c'est quoi qu'il arrive, c'est d'utiliser les fonds pour lesquels on doit intervenir dans les cœurs de ville et dans le DevEco. Là, remobiliser les quartiers, enfin les centres-villes. Là, je me déplace un peu, hein, on n'est pas tout à fait là-dedans. Là. Remobiliser les centres-villes, soit notre intervention, elle a du sens, soit elle n'a pas de sens. Ça fait longtemps qu'on réfléchit. Aujourd'hui, on montre que ça fonctionne. Il y a encore des pistes à explorer, mais peut-être qu'on ne sera pas à la hauteur des fonds qu'on est allé chercher. Voilà. Donc plutôt que de réduire notre capital comme c'est prévu dans notre pacte, si jamais au bout de 5 ans on considère qu'on n'a pas fait l'affaire comme prévu, eh bien on va peut-être déployer vers d'autres idées. Voilà ce que je peux dire. Ce qui est assez cohérent avec votre présentation d'outils de DevEco du département qui a été faite au début, et aussi avec la présentation qu'on peut faire de la diversité des types d'intervention d'une foncière qu'on a tendance à encadrer sur la partie commerce, mais qui finalement est un outil aussi au service de l'attractivité économique aussi des territoires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions qu'on pourrait poser à Monsieur Guilhem Ducléon ? Désolé. Le coût des travaux inclus dans l'emprunt, qui réalise les études de programmation du bâtiment? Sont-elles construites avec les preneurs selon les besoins? Oui. Bon, c'est un peu compliqué cette question parce que, a priori, pour avoir les fonds de la NCT, l'Europe nous empêche de les flécher spécifiquement pour un destinataire privé. Donc en fait, on devrait faire des travaux. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié une annonce. Et là, comme par miracle, on a eu un preneur qui était un restaurateur. Donc en effet, les travaux, on les a fait. On a travaillé avec un architecte, bien sûr, et ça a été fait en phase. Donc le programme a été bien sûr rédigé, ou en tout cas formulé par le locataire. Il y a quelques petites questions un peu techniques. Je pense que tu vas te faire un plaisir, Laurent, d'y répondre. Le coût des travaux est-il inclus dans l'emprunt, dans le coût de l'emprunt, en fait, j'imagine, dans la formulation de la question. Et deuxième question, est-il pris sur les fonds propres? Alors, le projet, c'est 1 million d'euros. Pour faire simple, 50% d'emprunt, 506 000 euros. Vous l'avez vu, 1 032 000, le prix global. Les travaux, c'est 600 000 euros dans le projet. Le reste, c'est du foncier, 20%, et 20% d'études diverses, et bien sûr, dont les 10% de frais d'archi. Donc la question, c'est comment on finance ça? On a mis 25% de fonds propres, donc de notre capital. Donc on a mis 250 000 euros. Je crois qu'on a mis un peu plus, hein, mais 250 000 euros. 200 000 euros de subvention de l'État et 20 000 euros de la subvention de la mairie. Donc j'ai quasiment fait la moitié. Et le reste, c'est l'emprunt. Voilà. Moi, j'avais une petite question complémentaire qui n'apparaît pas sur le chat, mais c'est vrai que vous avez plusieurs opérations complexes. Dans le cadre de la préparation à cet atelier, le choix a été fait de faire un focus sur cette opération à Surgères. Peut-être si tu peux nous dire un mot d'une autre opération complexe que vous portez sur Rochefort. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que lorsque la Banque des Territoires est venue en 2021 pour nous proposer de créer cette filiale pour réhabiliter les cœurs de ville. Du coup, on a fait un nouvel axe stratégique qui est la réhabilitation des cœurs de ville. Et parallèlement, on a une SEM qui a une force de frappe qui est plus importante puisqu'elle peut investir 20, 30, 40, 50, 60 millions d'euros. Il y avait un projet, une friche. Il y a une friche hospitalière à Rochefort, de l'ancien hôpital civil, à laquelle on s'est intéressé. Et du coup, en effet, la SEM a acheté sous condition, donc c'est pas tout à fait acheté, sous condition de commercialisation à 100%, cet hôpital qu'on réhabilite. Et on gardera le rez-de-chaussée pour la filiale,
Quant au reste, finalement, le projet, on a un peu muté nous-mêmes dans le projet en fonction de la commercialisation de ce dernier, et on est devenu marchand de biens, en fait, sur le projet. C'est un projet à 20 millions d'euros, 22 exactement. Dedans, il y a, le programme, c'est 8 plateaux. Donc, ce qui est difficile dans un hôpital, c'est qu'il y a beaucoup de surfaces inutiles. Donc, c'est très coûteux. C'est une réhabilitation très coûteuse. C'est-à-dire que l'acheteur, il va acheter 40% de réhabilitation de communs inutiles. Des percements partout. Il y a beaucoup de grosses œuvres pour remettre de la lumière. Et puis, il y a beaucoup de communs qui sont assez inutiles. Donc, c'est un taux, a priori, d'inutilité qui est bien plus élevé que sur d'autres bâtiments. D'où un coût, quand même, qui est 20 ou 30% plus élevé qu'une réhabilitation classique. Donc, pour pouvoir réussir ça, il faut, si on transforme en logement, donc c'est un hôpital qui a 8 plateaux, on fait un projet mixte avec du logement, du social également, donc ce sera des étudiants, ensuite du tertiaire et enfin du commerce en rez-de-chaussée. Et les 3 étages de logement libres, en réalité, on est en train de finaliser, et j'espère que ça se fera, on est à 99% de réussite, un accord, donc une vente un peu complexe, juridiquement c'est complexe, avec un opérateur qui va commercialiser en Malraux. Voilà, donc c'est le Malraux qui permettra de soutenir ça. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci. J'ai une petite question concernant le porteur de projet, qui est le restaurateur notamment. À l'issue du bail commercial, quels sont les projets de la foncière? Est-ce que c'est justement de rétrocéder ces actifs-là, ces rez-de-chaussée actifs, au restaurateur, ou toujours maîtriser dans le temps ces différents actifs? Donc en effet, ça c'est une stratégie. Autant sur la foncière, la maison mère, on a plutôt une stratégie patrimoniale dans la durée, puisque c'est notre, on va dire, avantage concurrentiel par rapport à une foncière privée qui va chercher de la rentabilité sur du court terme. Donc nous, c'est sur le long terme qu'on gagne de l'argent. Autant sur les petites, les foncières, pour la SASPAT, la filiale Cœur de Ville, on est tout à fait capable de revendre l'actif. L'idée, ça reste quand même de créer du DAVECO. Attention toutefois à ne pas être dans le code monétaire et financier, puisqu'on n'a pas le droit de faire de bail commercial avec option d'achat. Ça s'appelle un crédit bail et c'est le privilège des banques. Bon, on a le droit de le faire une fois par opération ou par structure. On l'a fait une fois par structure, dont celle-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas de questions. Tu peux enchaîner. Merci beaucoup. Du coup, je vais maintenant enchaîner sur la deuxième séquence avec 2 exemples d'intervention de foncière. Alors cette fois-ci sur des territoires plutôt urbains et denses. Et donc je vais inviter à me rejoindre Bertrand Pelin, directeur général de la Société d'aménagement des territoires et de la SPL Agathe, qui intervient donc sur Nîmes, ainsi qu'à distance Monsieur Lucas Beaujolin, directeur général de Cristal Habitat, donc avec une activité historique de bailleur sur la ville de Chambéry. Bonjour Monsieur Beaujolin, je ne sais pas si vous êtes connecté. Oui, bonjour. Bonjour, alors merci d'avoir accepté d'intervenir. Alors peut-être une petite spécificité sur le montage même de votre foncière, donc avec un parti pris d'intégrer l'activité commerce directement dans les compétences du bailleur historique qui intervenait sur Chambéry. Peut-être revenir un petit peu sur ce parti pris et finalement le mode opératoire de Cristal sur la redynamisation du commerce sur Chambéry. Oui, eh bien, tout d'abord, merci de nous permettre de participer à ce travail commun. Oui, effectivement, Cristal Habitat, c'est tout d'abord un organisme de logement social, la Société d'économie mixte de la ville de Chambéry, du Grand Chambéry, qui est présidée par Cristal Habitat. Et comme vous le voyez là, notre activité est historique et principale autour du logement social, avec 10 500 logements locatifs gérés. Et puis autour de cette activité principale, un certain nombre d'autres activités de diversification qui ont été développées, que ce soit en aménagement, sur des activités de promotion immobilière et notamment d'accession sociale à la propriété, des services immobiliers, et puis plus récemment sur des notions de développement économique et notamment de redynamisation du centre-ville de Chambéry dans le cadre de la démarche plus structurante d'Action Cœur de Ville. Et Cristal Habitat a fait un choix
avec ses partenaires et à l'initiative des collectivités locales, qui est de ne pas créer une structure ad hoc pour pouvoir porter ce métier de foncière de redynamisation, mais de l'intégrer, c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, directement dans son activité via une augmentation de capital qui a été portée à la fois par les collectivités, villes et agglomérations, mais aussi et surtout à hauteur de 6 millions d'euros par des actionnaires privés, la Banque des Territoires de manière très majoritaire, la Caisse des dépôts, et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour un montant moins important. On le verra, ce montage peut-être un petit peu différent d'autres foncières qui ont été créées via des structures ad hoc, permet de créer des complémentarités peut-être un petit peu plus fortes, de créer des synergies un petit peu plus fortes entre les activités de bailleurs au sein du plan d'affaires et puis aussi avec nos partenaires collectivités avec lesquels on est habitué à travailler sur le centre-ville. Au total, c'est un plan d'affaires de 24 millions d'euros qui est prévu en investissement, qui est réalisé aujourd'hui en grande majorité avec ce que j'indiquais, 10 millions d'euros plutôt ciblés sur la redynamisation du centre-ville de Chambéry et un peu plus de 14 millions d'euros sur de l'intervention d'intérêt général, mais sur de l'immobilier entreprise plus classique. Je le détaillerai avec quelques exemples, notamment via des maisons de santé, des interventions sur la question du vieillissement, sur la question de la petite enfance ou sur des questions culturelles. Sur la slide suivante, on voit que ce plan d'affaires qui a été initié en 2021, donc finalement assez récemment, il a porté des fruits puisque c'est 61 cellules commerciales qui ont été acquises et qui sont en cours de restructuration et parfois déjà sur le marché, un investissement de 21 millions sur les un peu moins de 25 millions d'euros qui étaient prévus, donc 88% du plan d'affaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des réflexions qui sont d'une part de terminer ce plan d'affaires, mais surtout d'envisager comment est-ce qu'on pourrait le poursuivre avec notamment notre partenaire Banque des Territoires qui a été apporteur d'un nombre important de nos fonds propres pour pouvoir réaliser ces opérations. Ces opérations, elles se déclinent peut-être pour les rendre plus concrètes sur différentes activités. La première est celle sur laquelle on va insister ensuite, qui est l'intervention sur le centre-ville de Chambéry. C'est ce qu'on voit sur la slide suivante, merci, avec cette carte qui vous montre le secteur d'intervention, qui est la rue d'Italie, Faubourg-Montmélian. On est à 2 pas de la place des éléphants, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de se rendre à Chambéry, et où on voit bien par cette cartographie qui est pas très belle graphiquement, mais qui illustre par contre la densité d'intervention de la SEM sur ce territoire particulier, avec une trentaine de cellules qui sont acquises et un vrai effet de levier à la fois pour travailler la redynamisation, mais aussi pour retravailler la maîtrise, on va dire, de la destinée commerciale, avec l'idée d'implanter plutôt des activités autour de l'artisanat, de la seconde main, même si on le verra, il y a un certain nombre d'exceptions qui ont été faites. Et puis vous le voyez, cette typologie de toutes petites cellules qui ont parfois été acquises de manière concomitante ou à proximité pour pouvoir remembrer, restructurer et créer des cellules commerciales plus attractives et qui répondent aux besoins des porteurs de projets. En dehors de cette intervention, et quand même pour en dire un mot sur les autres interventions, parce qu'elles sont importantes dans la péréquation qu'on crée au sein de notre modèle, on intervient aussi assez fortement sur des maisons de santé. On vous a donné un exemple juste ensuite. Merci, avec la maison de santé du Faubourg-Montmélian, qui est un petit peu plus haut par rapport à notre cœur d'activité d'Action Cœur de Ville. On a aujourd'hui 3 maisons de santé ou maisons médicales qui sont en cours de montage ou de réalisation, et avec un partenariat fort qui est réalisé notamment avec les médecins pour permettre l'implantation de ce type de structure à Chambéry ou à l'échelle de l'agglomération, ou d'autres exemples comme des ateliers artisanaux sur lesquels on travaille aussi pour pouvoir là amener du lien entre le développement économique et l'habitat, qui reste notre cœur de métier. Vous l'aviez mis par la suite. Le fait d'être adossé à un bailleur, ça amène un certain nombre de spécificités. Ça permet de pouvoir travailler de manière un petit peu différente et de pouvoir réaliser des péréquations un petit peu plus fortes. D'une part, parce qu'on a une contrepartie, d'une certaine manière, vis-à-vis de nos partenaires bancaires qui est importante et qui nous permet de pouvoir porter des projets de temps long. On parlait tout à l'heure des difficultés à pouvoir faire du portage sans forcément avoir de preneur en face. On le verra ensuite. On a cette disposition-là de pouvoir travailler un peu plus fortement à risque, puisqu'on est capable de l'équilibrer avec nos autres activités.
Et puis l'autre point qui est important, c'est évidemment la capacité d'intervention et les différents métiers avec les 200 collaborateurs de Cristal Habitat qui peuvent se mettre au service de ce sujet spécifique. Donc, vraiment, cet adossement complet au bailleur, cette intégration en réalité aux activités du bailleur, même si elle a quelques limites, ça a été un vrai accélérateur, un vrai facilitateur de déploiement du plan d'affaires qui a été décidé en 2021. Pour l'illustrer, sur la première complémentarité, pour moi, il y en a 3 principales. La première, c'est évidemment entre la question des commerces de rez-de-chaussée et la question des logements en étage. Ça, c'est une opération parmi d'autres qu'on a réalisée sur le faubourg Montmélian. On voit bien l'intervention à la fois sur le rez-de-chaussée commercial et la création de 4 logements en PLS en étage. Ça nous permet de pouvoir créer des péréquations dans le modèle économique et des recettes qui nous permettent le portage de cette opération avec cette idée d'un portage de temps long. Ça a été évoqué un peu précédemment pour le logement social avec des emprunts sur 40-50 ans. La possibilité de mobiliser des financements de la NCT, mais aussi des financements, par exemple, d'Action Logement qui permettent de mieux équilibrer ce type d'opération. Et puis surtout d'avoir une démarche réellement à l'îlot, où on n'a pas besoin d'aller chercher d'une certaine manière un preneur pour les logements en étage, où on est capable d'encapsuler l'ensemble du traitement d'un îlot au sein de l'opérateur. Deuxième type d'exemple qui est permise par cet adossement fort, c'est des projets de temps long comme la redynamisation d'une galerie commerciale de centre-ville qui est la Galerie du Théâtre. On a ouvert en septembre un café-théâtre qui accueille à peu près 165 places. C'est au total un investissement d'à peu près 3,5 millions d'euros et vous le voyez là, on est sur des premières acquisitions en 2020. On a commencé à acheter progressivement un certain nombre de cellules commerciales et on commence aujourd'hui seulement à pouvoir réellement commercialiser ces cellules et commercialiser ce café-théâtre. Et donc, on a eu un portage de près de 4 années en réalité sur l'ensemble de cette galerie. Et évidemment, ça, une foncière ad hoc n'a pas forcément la possibilité de porter sur un temps aussi long. Et c'est toujours cet adossement avec l'activité principale qui nous a permis de pouvoir le porter avec une prise de risque probablement un peu plus importante que sur un montage classique. Bon, et avec des résultats qui sont importants puisque les travaux sont en cours. Demain, c'est 600 mètres carrés de commerce qui vont être remis sur le marché au sein de cette galerie commerçante et puis surtout la possibilité de pouvoir amener un peu plus fortement des enjeux de culture en cœur de ville. Donc, des éléments qui vraiment démontrent l'utilité forte de ce type de démarche, qui deviennent aussi des lieux de destination et qui créent des synergies avec le travail qui est porté sur les autres cellules des rues de proximité. Et puis enfin, peut-être pour montrer un petit peu la seconde synergie, c'est non pas celle entre l'activité de bailleur social et l'activité d'immobilier professionnel et commercial, mais c'est celle entre un plan d'affaires qui est composé sur une partie action cœur de ville, très mobilisatrice de fonds propres, 30-35% de fonds propres, évidemment permis parce qu'on a cet apport de fonds propres par les collectivités locales et la Banque des Territoires. Des bonifications importantes du fonds RLA, c'est 1,7 million d'euros de fonds RLA qui sont mobilisés sur l'ensemble des opérations. Et puis, la possibilité de pouvoir avoir des exigences de rendement qui vont être plus faibles et qui permettent de pouvoir avoir des loyers de sortie qui restent relativement bas. On est entre 90 euros et 130-140 euros du mètre carré sur ces secteurs-là et qui sont équilibrés inversement par des opérations d'immobilier d'entreprise classiques, comme on en a vu précédemment, notamment les locaux artisanaux, qui mobilisent moins de fonds propres, qui ne sont pas dépendants de subventions, qui présentent un niveau de risque qui est plus faible et qui, par contre, ont un rendement qui est plus fort, plus élevé. Donc, on voit bien ce qui était un petit peu le projet du modèle précédent à La Rochelle, cette manière de créer des péréquations. Alors, je ne sais pas si c'est des vaches à lait, on n'en est pas tout à fait là, mais qui tout de même nous permettent de pouvoir accepter un risque et un rendement plus faible, là où on a une vraie intervention publique qui doit être menée. Et quand vous évoquez une prise de risque un peu plus élevée, c'est éventuellement sur le volet commercialisation, est-ce que vous vous autorisez à pas nécessairement identifier un repreneur avant d'engager l'opération ? Comparativement aux exemples que moi je connais, de ce que les confrères nous partagent, nous n'avons que très rarement un preneur identifié quand on achète, en réalité.
quand on démarre le projet et qu'on se porte acquéreur, souvent dans le cadre de DIA, d'une cellule commerciale, en réalité, on n'a pas de preneur identifié. On a évalué la commercialité de l'actif, mais on n'a pas été au-delà. Et on le verra juste après, vous en faites la transition. Il y a toute une démarche d'appel à manifestation d'intérêt et d'accompagnement des porteurs de projets pour pouvoir les implanter. Et donc, on essaie plutôt de travailler un sourcing et un vivier de porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur ce lieu du centre-ville de Chambéry, sur ces 2 rues du centre-ville de Chambéry. Et ensuite, parfois par un passage du dispositif boutique à l'essai qu'on verra juste ensuite, on les positionne dans les cellules commerciales qu'on arrive à mettre à la commercialisation suite à la réalisation des travaux. Et ça donne une souplesse très importante parce que ça nous permet d'être agile et de pouvoir prendre une décision rapide quand on a notamment des murs qui sont mis en vente sans avoir besoin d'avoir des conditions suspensives, notamment de commercialisation, qui peuvent être très fortement bloquantes quand on est non pas forcément sur un sujet de redynamisation, mais de maîtrise foncière avec parfois d'autres activités qu'on ne souhaite pas voir s'implanter ou pas plus fortement sur ces linéaires commerciaux. Premier dispositif, et c'est peut-être la dernière synergie ou la dernière complémentarité que je souhaitais illustrer dans notre modèle, c'est celle avec la collectivité locale et nos partenaires, notamment la CCI de Savoie, avec ce dispositif de boîte à commerce, où vraiment on vient encapsuler à la fois un accompagnement du porteur de projet, la mobilisation de nos partenaires financiers, notamment et des banques, notamment celles comme la Caisse d'épargne qui participent par ailleurs au financement de la foncière, et puis Cristal Habitat qui joue plutôt la partie immobilière. Et c'est ce qui permet, en mobilisant ces différentes compétences de la CCI, de la ville, de Cristal Habitat, de pouvoir sécuriser les porteurs et de faire en sorte que on ait la bonne analyse sur la capacité du porteur de projet à pouvoir assumer son loyer sur le temps long. Voilà, avec 2 exemples qui ont été inaugurés en 2024. Et puis, deuxième élément, c'est la boutique à l'essai. Alors là, c'est un dispositif un petit peu différent, un dispositif temporaire où on va proposer à un porteur de projet qui se lance de pouvoir avoir sur une durée courte, 1 à 8 mois, la possibilité de louer un premier espace commercial chez nous. Ça lui permet de pouvoir tester son modèle, de pouvoir tester notamment sa capacité à pouvoir générer suffisamment d'activité et de chiffre d'affaires pour assumer le loyer et ses charges. Et puis le deal, c'est que si ça se passe bien, on va lui proposer derrière une cellule commerciale à proximité immédiate quand on aura une opportunité. Ça nous permet de pouvoir là aussi travailler vraiment la sécurisation de nos porteurs de projets. Donc, d'une certaine manière, on a un peu inversé la démarche. On ne va pas chercher un porteur de projet a priori, mais on travaille à la structuration des différents porteurs de projets potentiels pour pouvoir garantir la commercialisation et une bonne sécurité pour nous des loyers ensuite. Bon, voilà un petit peu les éléments que je souhaitais et qu'on pouvait peut-être partager hors de ce qu'est le modèle classique ou en complément du modèle classique des foncières que vous connaissez tous bien. Merci beaucoup, Monsieur Beaujolin. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle ou dans le chat. Pas de questions dans le chat. Donc... Il y en a une dans la salle. Oui. Le système de boutique de commerce et d'appel à manifestation d'intérêt, en fait, beaucoup de candidats, peu d'élus. Comment vous entretenez le vivier de candidature comment et qui entretient ce vivier de candidature et de relais de commercialisation, en fait? Bon, là, on est vraiment dans la collaboration entre la ville, qui est par ailleurs actionnaire de la SEM, et avec des systèmes de copiles réguliers avec eux qui nous permettent de pouvoir, d'une part, calibrer les appels à projets, essayer tout de même de rester dans des thématiques. L'idée, c'est de pouvoir avoir une vraie coloration, notamment sur le faubourg Montmélian, autour des créateurs et de l'artisanat. Donc, ça permet quand même de resserrer et de sélectionner un petit peu ces éléments-là. Et puis ensuite, on reste quand même sur un secteur qui a été en déprise, qui va mieux, notamment lié à l'activité qu'on a pu porter en lien avec la ville. Mais finalement, on a toujours un enjeu de pouvoir attirer des porteurs de projets qui apportent réellement cet intérêt commercial supérieur sur une rue qui était très occupée par des fast-food, des barbiers, ce type d'activité qui devenait quasi exclusive. Et donc finalement, il y a quand même vraiment un travail de reconquête à faire
et un certain nombre de porteurs de projets, mais on n'a pas non plus pléthore de porteurs de projets qui sont prêts à venir prendre ce risque-là avec nous, qui est de dire qu'ils vont s'inscrire dans une démarche plutôt de moyen terme, où on va venir attirer un nouveau public sur ce linéaire commercial qui aujourd'hui n'était pas forcément présent, qui l'est un peu plus ces derniers mois, ces dernières années. Donc voilà, on a ce travail collégial avec la collectivité de sélection et de vérification de la cohérence des dossiers qui nous sont présentés. Et puis ensuite, on a une file active quand même de commerces qui sont en cours de réalisation. Et donc, ça nous permet de les projeter à 3-6 mois sur les prochaines réalisations qui vont être livrées. Je crois qu'on a une dernière question qu'on peut prendre. Oui, comment se fait la sélection des boutiques à l'essai et quelle composition du comité de sélection? C'est un peu la réponse que je viens de vous employer. C'est un comité qui est… Alors, il y a 2 éléments, je ne l'ai pas précisé, même si on est internalisé. Il y a un dispositif de comitologie spécifique que nous avons, notamment avec la Banque des Territoires et la ville de Chambéry, pour l'engagement des opérations. Donc, on a un comité d'engagement dédié qui a ses propres règles d'engagement et qui vérifie les équilibres économiques, notamment, et l'opportunité de réaliser les différentes opérations qu'on engage. Et puis ensuite, c'est un comité qui est composé de la ville et de Cristal Habitat pour la partie commercialisation. Merci beaucoup, Monsieur Beaujolin. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Pelin. Donc, vous êtes directeur général de la SAT et de la SPL Agathe, qui intervient sur Nîmes. Il y a un an et demi maintenant, a été créée la foncière Odile pour intervenir sur la redynamisation du commerce, notamment dans les quartiers en rue. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur les fondements de la création de ce nouvel outil d'intervention et surtout son articulation avec les outils préexistants? Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour votre invitation. Et puis, petit mot d'humour et d'humeur pour commencer, pour vous présenter la foncière Odile, qui n'est pas un hommage à la Cité de la Peur et au film des nuls, mais bien l'acronyme de outils de développement et d'investissement local. Structure créée il y a 1 an et demi et je vais prendre le parti de vous présenter un petit peu l'évolution de la philosophie de la création de cet outil qui avait été initialement pensé en vue d'une intervention sur le centre-ville de l'Écusson nîmois. Et puis au gré du temps, les remontées, les études, l'accompagnement ont fait qu'on a changé notre fusil d'épaule et les besoins du territoire surtout ont fait qu'on a changé notre fusil d'épaule et la complémentarité des outils entre la SEM, la SAS Odile, qui est donc une filiale de cette SEM qui s'appelle la SAT, et la SPL Agathe, qui est la ménageur aujourd'hui, qui est montée en puissance sur le territoire de Nîmes et qui intervient énormément sur les quartiers de l'ANRU, principalement qualité d'aménageur, a permis d'essayer de développer une philosophie, une complémentarité pour permettre une intervention à la fois sur le centre-ville de l'Écusson, pour accompagner sa politique de développement et puis intervenir sur les quartiers de l'ANRU. Alors, petite présentation, effectivement, on a un panorama, une SEM, une SPL, comme bien souvent avec un schéma assez basique. Une SEM qui a un peu moins de 40 ans d'existence et qui a pour particularité d'avoir accompagné la ville de Nîmes et l'agglomération dans la conduite d'opérations structurantes, qu'elles soient à vocation de logement ou d'activité dans les 40 dernières années. Rien de très innovant en vous disant que cette SEM a une activité qui plonge, notamment parce qu'il y a la montée en puissance d'une SPL créée elle en 2012, qui a été créée à l'initiative de 12 collectivités qui en comptent aujourd'hui 34. Alors 31 collectivités intégrées à l'agglomération de Nîmes Métropole. Et puis on a la petite particularité et la petite fierté ces dernières semaines d'avoir intégré et de changer de département et de changer même de région, puisqu'on vient d'intégrer aux capitales les villes d'Arles, de Tarascon et la communauté de communes d'Arles. Cette SPL, elle a été créée historiquement pour répondre à des opérations d'aménagement, accompagner les collectivités, souvent de petite taille d'ailleurs, pour des conduites d'opérations de maîtrise d'ouvrage délégués, etc. Et elle s'est diversifiée notamment avec l'appui des services de la ville de Nîmes qui nous ont confié au gré du temps plusieurs missions de gestion et de services. Donc c'est un petit peu un mouton à 5 pattes parce qu'effectivement on conduit beaucoup d'activités distinctes, notamment la gestion et l'animation de l'Office du tourisme et des congrès de la ville de Nîmes,
de l'agglomération de Nîmes Métropole, et puis la gestion du stationnement payant pour le compte de la ville de Nîmes, la gestion également d'un gros centre aqualudique, et puis petit dernier, la gestion sous DSP d'un aérodrome que nous gérons depuis à peu près 1 an. Donc c'était face à cette complémentarité, la SPL, elle, intervient quasi exclusivement sur les opérations d'aménagement, enfin, pour le compte de la ville de Nîmes, mais sur des très grosses opérations de l'ANRU et dans la mise en œuvre du NPNRU. Alors cette démarche, elle a été finalement assez co-construite, puisque la SEM avait eu des velléités d'intervenir sur les sujets de commerce depuis des années, et elle avait pris le parti de solliciter des experts dans les années, mon prédécesseur, dans les années 2010-2015, solliciter la SEM à Est, qui était venue présenter aux élus nîmois l'expertise qui était la leur mise en œuvre à Paris. On avait sollicité aussi Frédéric Gabert, que je salue aujourd'hui, qui était présent à Grasse, qui nous avait fait visiter et fait un retour d'expérience de ce qu'il conduisait. Et puis on avait essayé aussi un petit peu plus tard de s'intéresser aux cracks à l'époque où, sous ce régime concessif, où les cracks étaient utilisés pour répondre à ces opérations. Puis finalement, ça ne s'est pas fait parce que la ville avait pour volonté d'intervenir massivement, et ce qu'elle a fait depuis 20 ans, dans le traitement de ces espaces publics, la rénovation de ces espaces publics, avec une volonté très forte, c'est d'intégrer au centre-ville de Nîmes des équipements extrêmement structurants, et on verra que ça a eu un effet notamment sur le commerce, et donc c'est ça qui nous a fait un petit peu changer notre fusil d'épaule. Alors pendant le confinement, on s'est associé à nos amis de la Caisse, et puis pour tout vous dire, on était tous coincés chez nous en organisant des visios, et on s'est dit mais pourquoi, face à la nécessité de lancer un plan à moyen terme pour le repositionnement de cet outil de SEM, qui a des fonds propres et qui a une expertise, pourquoi ne pas travailler également sur la création d'un outil de foncière, et je voulais remercier nominativement les intervenants de la Caisse, à savoir Christine Pujol-Noël et Sébastien Giberdon, qui nous accompagnent, parce que je pense que leur appui a été vraiment déterminant pour nous aider à avancer. Et donc, on a lancé une consultation cofinancée par la Caisse pour retenir un groupement 7 et AID. Et puis, on a finalisé au gré du temps un dossier investisseur, un tour de table, etc. Et la petite particularité, c'est qu'on a souhaité, dès le début, aussi bien dans le tour de table que dans la comitologie, taper large, aussi bien avec des investisseurs bancaires habituels, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Arkea, qui est là de manière symbolique, mais qui nous assiste, en sollicitant la SOCRI, qui est un opérateur purement privé, une foncière commerciale privée qui est très implantée dans le sud de la France et qui est propriétaire de gros centres commerciaux, notamment le Polygone, qui est le plus gros centre commercial, enfin un des 2 plus gros centres commerciaux de Montpellier, qui donne sur la place de la Comédie, le Polygone de Béziers, qui pareil, le centre commercial référent de Béziers, et qui est propriétaire également en plein centre-ville de Nîmes d'un centre commercial en pleine mutation aujourd'hui qui s'appelle la Coupole. Et cette présence d'un centre commercial en centre-ville nous a quand même engagés à aller les solliciter en leur disant si nous créons un outil pour intervenir sur le centre-ville, il faut qu'on soit complémentaires. Et ils ont répondu présent, alors avec une participation capitalistique faible, mais avec, à mon sens, une vraie plus-value pour avoir une diversité et surtout éviter la cannibalisation de nos interventions. Donc voilà, on a réadapté le bilan, on a pris un peu du retard avec la hausse des taux et puis l'intégration d'un centre commercial qui n'était pas intégré initialement au bilan dont je vais parler, et puis la création en juin 2023 de l'outil. Alors un capital de 3,6 millions, un prévisionnel d'investissement d'un peu plus de 22 millions dans les 5 ans qui viennent. Et donc, nous sommes partis sur ces bases. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nos ambitions initiales, c'était quand même d'intervenir initialement sur le centre-ville de l'Écusson. Finalement, on s'est rendu compte que le commerce nîmois, au gré de son positionnement, de la zone de chalandise et de la croissance démographique tant de la ville que de l'agglomération, se portait finalement, non pas bien, mais pas mal. Pas mal quand on compare avec des villes de taille comparable. Et je l'évoquais tout à l'heure, pas mal parce que la ville a initié il y a 15 ou 20 ans un énorme travail d'investissement dans ses équipements publics en plein cœur de l'Écusson, et notamment avec quelques signatures un peu marquantes. Le Carré d'Art, qui est un centre d'art contemporain qui a collé la Maison Carré, portée par les équipes de Norman Foster, Jean-Michel Villemotte qui a retravaillé sur les allées Jean Jaurès, et puis la création du musée de la Romanité il y a 4 ou 5 ans d'Elisabeth de Poste-d'Emparc. Et puis en fait, ce qui a sonné un petit peu le point d'orgue, ça a été le classement de la Maison Carré au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a
il y a à peu près 18 mois. Et on aura en 2025 l'implantation en plein cœur de ville d'un palais des congrès. Et ça a induit dans le retour des études que finalement le commerce timois n'allait pas si mal dans le cœur de l'Écusson, que le taux de vacances était à peu près comparable à des villes de taille comparable ou à la moyenne nationale, c'est-à-dire 12%, avec des rotations récurrentes, et que le parcours marchand était essentiellement fléché par les flux touristiques. Il ne faut pas oublier que Nîmes est une ville très touristique et du sud, alors avec quelques aspects de surreprésentation de la restauration, etc., mais avec un centre-ville qui n'allait pas si mal. Voilà. Et donc finalement un positionnement qui va être aussi sur des quartiers politiques voilà, de la ville, exactement. qui ne sont pas nécessairement situés... Et en complément, la SPL Agathe étant aménageur de la plupart des opérations, parce que ce n'est pas le cas partout, mais la ville gère des opérations en régie, il a très vite fallu trouver une solution pour porter ces futurs actifs commerciaux à créer dans les 3 quartiers concernés par le NPNRU, qui sont des quartiers extrêmement peuplés, avec le premier quartier auquel je pense et sur lequel la SPL intervient de manière massive, est un quartier qui s'appelle Pisevin, qui compte 15 000 habitants, là où la ville en compte aujourd'hui 148 000, et je ne parle que d'un des 3 quartiers. Donc on voit qu'il y avait un vrai besoin, et un besoin le plan de la Convention en rue qui a été finalisé en 2021, elle porte sur notamment, il y a un des aspects fondamentaux, c'est la redynamisation commerciale de ces quartiers par des opérations de démolition, reconstruction. On s'est posé la question, et l'objet, finalement, l'idée de l'intervention est devenue assez rapidement parce qu'il y avait une logique de complémentarité en notre qualité d'aménageur qui devait avoir à traiter finalement des transferts de commerçants avec des accompagnements via des protocoles de transfert, etc. Et la nécessité d'avoir à éviter la reproduction de ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est-à-dire la division anarchique de cellules commerciales sans aucune opération de gestion uniformisée. Et on s'est dit que pour ces futurs actifs commerciaux qui sont ici et qui vont sortir de terre à partir de début 2025, il y avait obligatoirement la nécessité de prévoir pendant quelques années un portage permettant de voir si la greffe prenait et si effectivement les commerçants transférés arrivaient à s'implanter de manière viable et sur la durée. Voilà. Et justement sur ce positionnement de la foncière sur des quartiers en rue, et aussi versus un actionnariat, vous évoquiez tout à l'heure le positionnement de la SOCRI, est-ce que ça n'a pas été une difficulté peut-être de conjuguer les deux avec une logique de rentabilité qui est peut-être moins évidente? Alors, je précise que l'objectif d'intégrer, c'est un petit peu une de nos particularités, je l'évoquerai tout à l'heure, mais c'est que la SEM a été co-signataire de la Convention en rue et que très vite, lorsque la foncière a été créée, la foncière a elle-même été co-signataire de la Convention en rue pour permettre d'être éligible aux subventions de l'ANRU. Donc, pour répondre à votre question, la question de la SOCRI, l'opérateur purement privé ne s'est pas posé en termes de rentabilité puisque sa participation au capital est très faible. Pour autant, nos autres opérateurs autour de table, que sont les banques ou même la Caisse des dépôts, ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu effectivement cet apport des compléments de l'ANRU qui sont effectivement indispensables pour avoir une opération qui tourne. Voilà. D'accord. En complément, je passe, mais en complément, on a, donc je vous le disais, en fait, c'est des actifs à acquérir en VFA, et donc deux gros centres commerciaux seront acquis d'ici la fin de l'année en VFA. Et puis, c'est ce qui nous a un petit peu retardé, c'est que s'est présenté à nous l'opportunité d'acheter un centre commercial qui était en vente, propriété de la NCT, dont la NCT souhaitait se séparer. Et la ville nous a demandé de nous emporter à cœur parce qu'elle ne souhaitait pas justement que ce centre soit cédé à la découpe ou par des opérateurs dont elle ne maîtriserait pas la linéarité ou la visibilité en termes de portage. C'est un centre commercial qui va plutôt bien. On a rempli la cellule commerciale qui manquait, qui était vide, la seule, en y installant dès l'acquisition un laboratoire d'analyse médicale. Et c'est un centre commercial qui surtout est à proximité immédiate d'îlots sur lesquels on aura à terme et intégrer au plan d'affaires des opérations de construction avec des pieds d'immeubles qui doivent être portés par la foncière. Donc notre idée, c'était de se dire, on ne peut pas, c'est pas une volonté hégémonique, mais on souhaitait être partie prenante et se positionner là-dessus. Voilà. Vous êtes sur
Vous êtes sur un modèle SaaS, de type SaaS. Ouais. Vous échappez, enfin, vous n'êtes pas pouvoir adjudicateur. En quoi cette qualification est importante dans votre activité, enfin, non-qualification du moins? Alors, l'objectif d'échapper au code de la commande publique était, dans un premier temps, d'essayer de faire travailler la SEM, parce que c'était quand même la logique initiale, de lui trouver des nouveaux débouchés, des nouveaux métiers. Donc, on a un contrat de prestation de service finalisé entre la SAS et la SEM. Et puis, c'était aussi une logique de réactivité, d'essayer de ne pas tomber dans une logique souvent assez lourde, il faut en convenir, du code de la commande publique. Et le tour de table, finalement, les différents investisseurs, les différents participants sont assez vite tombés d'accord sur cette modalité. Voilà. Donc du coup, oui, peut-être pour enchaîner sur vos particularités. Oui. Alors effectivement, comme aujourd'hui, l'intervention portait plutôt sur les montages complexes. Alors je suis pas sûr que nos montages soient bien plus complexes qu'ailleurs ou plus innovants, mais c'est vrai qu'on a, comme je l'évoquais, un caractère un petit peu hybride et opportuniste parce que on a adapté finalement le plan d'affaires. On est parti bille en tête et puis au gré de l'année et demie, 2 ans d'analyse, on a adapté le plan d'affaires aux besoins du territoire avec effectivement un caractère extrêmement large des modalités d'intervention, centre-ville, réhabilitation de cellules commerciales ou acquisition neuve en VFA auprès de promoteurs. Donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait les mêmes opportunités. Ce qui revenait dans les interventions précédentes, c'est ce qui a été vraiment un cheval de bataille pour nous, c'est que l'outil soit ouvert aux acteurs locaux. Alors on parlait tout à l'heure des chambres consulaires. La SPL, en qualité d'aménageur, a lancé des appels à manifestation d'intérêt pour sélectionner des candidats commerçants au transfert. On n'est pas forcément, nous, spécialistes de commerce à la base. Et c'est vrai que créer une synergie avec les opérateurs locaux, que ce soit en termes d'analyse de bilan ou de sourcing pour aller trouver effectivement des candidats, ça paraissait judicieux et ça marche pour l'instant plutôt pas mal. Alors on a beaucoup de progrès à faire, mais il y a au moins une dynamique collective qui s'est opérée. La non-soumission au code de la commande publique, on en a parlé. Les subventions en rue aussi. Ce qui est important pour nous, c'est la coordination importante avec la SPL, puisque, je le précise, tout à l'heure, on évoquait la non-prise en charge ou prise en charge des travaux d'aménagement des cellules commerciales par les preneurs. La SPL est aménageur. La SPL se doit de finaliser des protocoles de transfert en application des dispositions du code de l'expropriation avec les commerçants qu'elle déloge. Et finalement, la SPL et les concessions financent les travaux d'aménagement de seconde œuvre au bénéfice de ces commerçants qui vont être employés. Donc c'est tout bénéfice pour la SEM, enfin la SAS pardon, et la foncière, d'avoir une sécurité quant à l'origine des fonds. Et le travail de la foncière permet aussi d'assurer la traçabilité des fonds délivrés par l'aménageur. Donc c'est vrai que c'est plutôt une mise en œuvre plutôt gagnante. Et puis, je terminerai sur une politique de commercialisation qui est diversifiée en fonction des interventions, puisque en centre-ville, il a été décidé comme l'acquisition de cellules commerciales, et alors on est très attentif, et nos partenaires le sont, mais il n'y a pas de conditions de pré-commercialisation avant les acquisitions, c'est sûr que c'est mieux, et ils seront vigilants. Par contre, effectivement, sur les actifs en VFA, qui sont quand même d'une assise financière un peu plus conséquente, on s'est fixé un objectif de pré-commercialisation à hauteur de 50%. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors, excusez-moi, peut-être revenir sur les trajectoires, le bilan après un an Non, d'existence. parce que j'avais terminé là-dessus, mais c'est vrai que sur le centre-ville, finalement, on finalise cet après-midi même, je crois, la signature d'une promesse de bail qui va nous permettre de finaliser l'acquisition d'un local d'un peu plus de 300 mètres carrés pour l'installation d'un restaurateur qui avait pignon sur rue il y a quelques années à Nîmes et qui est un peu une référence, et on est très content de l'accompagner là-dessus. Même si effectivement c'était pas la vocation initiale de porter des activités de restauration, mais là le projet nous a plu et il a emballé les différents partenaires. Et puis l'acquisition d'ici la fin de l'année de premiers locaux, alors qui sont eux déjà occupés, mais dont la restructuration et la localisation nous a paru pertinente pour avoir un effet de masse et de localisation. Donc ça, c'est la première partie. Et puis on a effectivement des autres opérations qui sont déjà préautorisées, qui se finaliseront tout début 2025. Et puis effectivement, je reviens sur l'acquisition de ce centre commercial de la NCT qui a été finalisé 3 mois après la création de l'outil, parce qu'on avait anticipé, voilà, qui se passe plutôt bien, et 2 acquisitions en VFA sur les quartiers de la rue qui seront finalisées, si tout va bien, et je l'espère, d'ici la fin de l'année. Voilà.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. On peut en prendre peut-être une ou deux. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Merci pour cette présentation. Avec le modèle SaaS, on voyait tout à l'heure l'importance d'avoir les élus, les communes comme apporteurs d'affaires. Est-ce que c'est également comment le capital a été construit dans le cadre d'Odile pour permettre qu'il y ait toujours une impulsion des élus probablement sur les projets portés par Odile? Alors, les élus sont partie prenante au comité. Je parlais tout à l'heure de la représentation des chambres consulaires. Les chambres consulaires sont intégrées aux différents comités. Les élus aussi, tant l'agglo que la ville, ont des représentants au sein de ces comités. Je vous précise que tout à l'heure, j'évoquais la relative bonne santé du centre-ville nîmois. On a eu l'annonce cette semaine de l'implantation de Fragonard, par exemple, là. Et on aura dans le centre commercial géré par la Socri dans le courant de l'année 2025, je crois que c'est au mois de juin, la réimplantation des Galeries Lafayette. Donc on a un centre-ville qui va plutôt pas mal. Donc il n'y a pas finalement sur le centre-ville, j'entends, d'orientation ou de commande explicite de la ville. La ville, elle nous dit qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des implantations, qu'est-ce qu'on peut. Donc il n'y a pas on n'est pas dans une orientation extrêmement dirigiste. Par contre, sur les actifs du NPNRU, on a un besoin, et je l'évoquais tout à l'heure, une zone de chalandise sur un seul quartier, 15 000 habitants, de répondre aux besoins des habitants et donc de flécher. Et on utilise finalement aujourd'hui les actifs commerciaux à construire sont fléchés prioritairement pour les commerçants qui sont transférés. Alors après, à nous de les sélectionner, et je rejoins ce que disait mon prédécesseur tout à l'heure sur la nécessité, et c'est la difficulté qu'on a d'ailleurs, de travailler sur l'analyse de bilan, etc. Et je vous avoue qu'on en apprend tous les jours et qu'on défriche, nous aussi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pelin, et à l'ensemble des intervenants de cette première table ronde. Et je passe la parole à Isabelle et Jean-Baptiste pour la suite. Merci beaucoup et merci pour toutes ces interventions. C'était extrêmement intéressant. Alors, il nous reste un dernier challenge à relever. Nous avons 11 minutes, Jean-Baptiste, pour présenter un nouveau parcours d'accompagnement à l'innovation territoriale via l'économie mixte pour accompagner l'adaptation au projet, l'adaptation au changement climatique, qui est un parcours d'accompagnement qui peut intéresser les foncières de redynamisation. Et derrière, c'est un soutien essentiellement en ingénierie que les foncières pourraient venir chercher. Donc à toi de relever le challenge, Jean-Baptiste, pour cette présentation express, en sachant que dans le chat, vous allez avoir le lien vers les pages qui vous orientent sur la plateforme Banque des Territoires et qui vous présentent plus en détail cette offre. Merci. Effectivement, alors on a lancé le mois dernier un nouveau parcours qui s'appelle Territoire d'économie mixte innovant et résilient et qui vise effectivement à accompagner les EPL en matière d'innovation pour l'adaptation au changement climatique. Alors pourquoi ce sujet-là ? On voit bien, les effets du changement climatique sont aujourd'hui de plus en plus, avec une occurrence de plus en plus forte. À titre d'exemple, juste pour donner un chiffre, sur le mois d'octobre, c'est l'État a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur 375 communes en France. Donc c'est quand même quelque chose qui a tendance à se massifier dans ses impacts. Les collectivités sont évidemment concernées au premier chef. Aujourd'hui, la thématique d'innovation là-dessus, c'est un besoin territorial fort, parce qu'on est encore peu mature sur le sujet, collectivement, acteurs publics comme acteurs privés. Et on pense, nous, à la Banque des Territoires, que les EPL, de par leur connaissance des territoires, leur lien avec les collectivités, leur capacité aussi à agir, à expérimenter, peuvent être les bons interlocuteurs, les bons acteurs pour porter cette innovation sur ces sujets qui sont des sujets à la fois assez nouveaux et en même temps assez impactants déjà, et qu'ils seront encore plus à l'avenir. Alors peut-être rapidement ce qu'on entend nous par innovation et adaptation au changement climatique. Quand on parle d'innovation, la plupart des interlocuteurs ont tendance à s'auto-censurer et à avoir un biais vers l'innovation technologique. Évidemment, c'est pas que ça. Alors là, vous voyez les 6 typologies d'innovation qu'on retient, qui sont beaucoup plus larges que ça, qui sont aussi, on parlait de montage complexe durant toute cette séquence. C'est aussi de l'innovation, savoir répondre aux particularités d'un territoire avec des modèles économiques spécifiques, des montages spécifiques. C'est aussi une forme d'innovation. On n'est pas que sur de la R&D. Et pour l'adaptation au changement climatique, on est à la fois sur, et on le voit aussi sur les territoires qui sont intervenus aujourd'hui, une grande diversité. Les EPL sont un maillage territorial très fort. On parle de littoral, de montagne, d'outre-mer ou de territoires urbains.
Et donc, ces territoires sont évidemment tous confrontés à cet enjeu d'adaptation au changement climatique, mais il y a aussi un enjeu d'acculturation qui est fort et que nous, on prend aussi en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière d'adaptation au changement climatique, tout le monde ne maîtrise pas les impacts pour son territoire, tout le monde ne maîtrise pas comment mesurer ces impacts et comment agir face à ces impacts. Donc, on prend en compte évidemment tout ce qui va être lié à l'impact, à l'action sur l'urbain, mais aussi à l'acculturation en amont et à la gestion post-crise et post-survenue de catastrophes naturelles. Les enjeux spécifiques pour les foncières de redynamisation, pour nous, ils sont assez évidemment de deux formes. La première, c'est que la foncière, elle intervient souvent en réhabilitation de bâtiments. Et ces bâtiments, ils sont appelés à durer. Pour qu'ils puissent durer dans le temps, il faut qu'ils soient résilients et donc qu'ils aient une certaine connaissance des effets du changement climatique et du coup qu'ils soient pensés dès l'origine comme des bâtiments résilients sous les différentes formes que ça peut concerner. Le deuxième élément, on le voyait également, je pense par exemple sur le témoignage de la Normandie, c'est celle de quel territoire on accompagne et comment on les accompagne. Vous êtes sollicité sur de nombreux territoires, sur de nombreuses localités au sein de ces territoires, et du coup, la manière dont vous allez intervenir, les choix géographiques qui vont être faits, vont avoir un impact sur la recomposition spatiale, sur l'aménagement urbain au sens large, et du coup, cet aménagement et cette recomposition spatiale doit aussi prendre en compte ces différents impacts. Très concrètement, le parcours qu'on a lancé, c'est un parcours d'accompagnement de bout au bout, quel que soit le niveau de maturité, je dirais, de l'EPL ou de la collectivité sur le sujet, à travers 3 grands items sur lesquels je vais revenir un peu plus en détail. D'abord, un réseau, comme vous avez aujourd'hui, on est réunis au sein du réseau national des foncières de redynamisation. On a lancé un réseau dédié à l'innovation et l'adaptation au changement climatique des EPL. Deuxièmement, une enveloppe de crédit d'ingénierie qui va aujourd'hui jusqu'à 5 millions d'euros sur 3 ans, mobilisables pour accompagner vos projets, que ce soit des projets internes ou que ce soit des projets que vous portez d'opération. Et une offre de financement en prêt, en service bancaire, en investissement qui est aussi dédiée sur cette thématique. Rapidement sur le réseau, qu'est-ce que c'est? Il a été lancé le 2 octobre, donc le mois dernier. Il prend 3 formes différentes. La première, c'est une plénière, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, mais avec une particularité, c'est que lors de cette plénière, on va aussi développer des ateliers d'innovation collective pour qu'on puisse collectivement réfléchir sur cette thématique et aborder des pistes de solutions concrètes sur les besoins que vous avez sur vos territoires et les manières dont on peut collectivement y répondre. Deuxièmement, c'est des rendez-vous d'innovation qui sont très flash, c'est 30 minutes de visio sur une thématique dédiée, plutôt en fin de journée. Donc le prochain sera le 12 décembre, dédié au lab d'innovation, sur la manière dont les EPL peuvent s'insérer et gérer et bénéficier de l'écosystème d'innovation locale à travers les labs d'innovation. Et enfin, une plateforme sur laquelle je reviens là, qu'on a mise en ligne, et vous avez le lien qui apparaît dans la diapo, avec un ensemble de ressources, de guides qu'on a produits, notamment avec la Fédération des élus des EPL et avec l'association des directrices et directeurs d'EPL sur l'innovation, comment innover à la fois, comment l'économie mixte innove et quels sont les moyens très concrets pour les directrices et directeurs d'EPL pour porter ces innovations, et également des retours d'expérience, une dizaine de retours d'expérience qui ont été mis en ligne. Sur les crédits d'ingénierie, je vous disais, donc une enveloppe qui va jusqu'à 5 millions d'euros qui a été débloquée pour financer différents modules sur ce parcours. Premièrement, en termes d'acculturation, tout ce qui va être formation, que ce soit formation à l'innovation ou formation à l'adaptation au changement climatique que vous pourriez mettre en place en interne. Deuxièmement, tout ce qui va être structuration de projet. Donc là, c'est vraiment les études préopérationnelles, opérationnelles sur vos projets qui seraient en lien avec l'adaptation au changement climatique et innovant. Un focus un peu particulier sur l'accompagnement de projets qui là est un financement, non pas un cofinancement, mais un financement qui vous permet également de financer vos ressources internes qui seraient dédiées au sujet. Et enfin,
un accompagnement, parce qu'on sait que ces projets d'adaptation au changement climatique et d'innovation ont des modèles économiques qui peuvent être fragiles. Donc du cofinancement pour vous accompagner dans la recherche de subventions, notamment de subventions européennes le cas échéant, et les études de montage juridico-financier. Qui est éligible à ces crédits? Pour tous les crédits que vous voyez en vert qui sont du cofinancement, ce sont les EPL d'aménagement, les SEM patrimoniales, dont les foncières de redynamisation, dont vous faites partie évidemment, les SAIM et les EPL d'environnement. Et pour ce qui est du financement des ressources internes, là on est sur je dirais une éligibilité plus restreinte, puisque c'est restreint aux participations de la Banque des Territoires. Donc c'est les foncières de redynamisation dont la Banque des Territoires est actionnaire. Enfin, l'offre de financement qu'on déploie sur le sujet, c'est notre accompagnement en convention bancaire et en consignation, avec les consignations pour recul du trait de côte, pour protection de l'environnement. Les prêts, vous connaissez sans doute le prêt territorial, prêt de transformation écologique qui accompagne les projets d'adaptation au changement climatique, et notre investissement en fonds propres, quasi-fonds propres, que vous connaissez bien pour la majorité d'entre vous. Je vous donne rendez-vous sur le site du Hub des territoires le 12 décembre pour échanger sur les labs d'innovation. On aura notamment un regard d'expert qui sera apporté par Impulse Partner qui accompagne de nombreux labs à travers toute la France, et un retour d'expérience par Altemed qui a développé le lab by Altemed et qui anime cet écosystème d'innovation sur Montpellier. Pour les différents contacts que vous pouvez avoir, l'interlocuteur de référence, ça reste la direction régionale, vos interlocuteurs en direction régionale, et de vous connecter sur la plateforme dont le lien vous est partagé sur le fil de discussion pour avoir l'agenda et l'ensemble des ressources. Et j'ai réussi à tenir le timing. 15h59, c'est top, le défi est relevé. Il me reste quelques secondes juste pour quelques mots de clôture. Ce prochain rendez-vous, tu l'as dit, le 12 novembre prochain, ce sera finalement le premier afterwork du format, le rendez-vous de l'innovation de ce nouveau parcours d'accompagnement sur une demi-heure, donc dans un format volontairement souple. Le 5 décembre, juste avant, sur EPL et politique de la ville, avec la Fédération des EPL, et on aura un très beau programme pour illustrer le rôle de l'économie mixte hier, aujourd'hui et surtout demain. Ce qui est intéressant, c'est de se tourner vers l'avenir. On est en train de vous préparer un programme d'animation sur 2025. Donc, on aura évidemment des prochains rendez-vous du Réseau national des foncières de redynamisation. Vous retrouverez prochainement les dates sur l'agenda du Hub, et on aura l'occasion de communiquer avec la Fédération des EPL. Et j'espère que cet atelier a répondu à vos attentes. Je renouvelle tous nos remerciements très sincères à l'ensemble des intervenants et à tous ceux qui ont préparé les séquences. Et il est 16h, le défi collectif est tenu, et on vous souhaite une très bonne fin de soirée et de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se retrouve pas d'ici là.